Bon, je fais un petit mot quand même pour Vince, qui nous a mis en contact, qui a eu Normal. l'amabilité de me passer ton contact, ton numéro. Et donc, on a un peu échangé. Je suis ravi de t'accueillir, Kamel Gainfood, Kamel Tatouage. Tu préfères qu'on t'appelle comment aujourd'hui Appelle-moi comme tu veux. Comme tu veux, comme je veux. Bon, ben, Comme tu Kamel, veux. ça sera bien. Avec Kamel, Bon, déjà, ravi de t'accueillir sur le podcast. Ouais. enchanté, mon pote. Plaisir partagé. Bon, tu connais un peu la maison, je vais te laisser te présenter. Je sais pas si tu vas réussir à faire ça succinctement parce que putain, j'ai vu un peu. Et encore que, hein, il y a des parts d'ombre dans ton, enfin des parts d'ombre dans ton parcours. Il y a des choses qu'on, tu dis que t'as collaboré, que t'as travaillé avec Khabib, que t'as eu l'occasion d'échanger avec John Jones. Tu vois, j'ai découvert pas mal de choses sur toi que je soupçonnais pas. On va essayer de revenir un peu sur tout ça. Je me suis noté des questions. Il y a des thématiques, il y a des choses qui me semblent absolument pertinentes d'aborder avec toi. Mais avant ça, je te laisse te présenter tranquillement pour voir ce que tu as à me dire. Présenté. Salut. Kamel Gainfood, alias Kamel Tatouage. Je vis à Dubaï. Père de famille. 3 enfants. Kiffeur de la vie. Kiffeur ceinture noire. Et puis voilà. Le reste, je vais te laisser me poser des questions. Ok, bon alors comment tout a commencé? Parce qu'on te voit aujourd'hui sur les réseaux, t'as beaucoup d'abonnés sur Instagram, t'as beaucoup d'abonnés sur Snapchat, qui est alors pas du tout un réseau sur lequel je suis. Vincent, c'était la même chose. Euh, alors t'es pas sur YouTube, t'es acteur, Mhm. t'as travaillé dans le MMA, tu fais de la Ouais. muscu, Ouais. t'as développé. Enfin, c'est malade quoi. Enfin, je veux dire. T'as plein de trucs à dire, là. Ouais. Comment tu t'es retrouvé? T'as vécu à Las Vegas, t'as vécu à Moscou. Bon, allez, j'enchaîne un petit peu. Comment tu te retrouves aux États-Unis dans un premier temps? Qu'est-ce qui te mène à Las Vegas? C'était un premier truc que je me demandais quand j'écoutais un petit peu là où t'étais passé. Las Vegas, c'était sympa. En fait, Las Vegas, j'y étais déjà allé avec mon ex-femme. On était partis, on avait kiffé et tout. Et je me retrouve à divorcer. Je me retrouve à divorcer. Je divorce et je dis, allez, je vais partir à Las Vegas. Je vais, euh, je vais aller m'amuser, rigoler un petit peu et je vais aller me changer les idées. Et finalement, c'est parti en cacahuète. J'ai rencontré un mec qu'on appelle Vanderlei Silva parce que je m'entraînais en MMA là-bas. Donc, je suis parti m'entraîner dans sa salle sans le connaître. J'ai bien accroché avec lui et c'est parti en effet boule de neige. Il vendait des appartements à 500 mètres de la salle, derrière le Bellagio. Et il y avait un promoteur qui était là. J'ai pris une disquette, je me suis retrouvé à acheter un appartement et me retrouver à m'entraîner chez Vanderlei. Au début, c'était que pour le kiff. Et après, 7 piges, 7 ans à Las Vegas. Des allers-retours pour voir la famille et les enfants, mais 7 ans. Ok. Bon, et Voilà. alors comment tu commences? On va essayer de reprendre là-dessus aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te mène au MMA? Qu'est-ce qui te fait kiffer au MMA? Comment tu démarres là-dedans? Et la musculation aussi, je veux dire, si on regarde un petit peu tous les sites qui parlent de toi, il y a un des trucs qui revient souvent, La c'est muscu, alors bien pas sûr. bodybuilder, mais c'est mec qui Non. fait de la muscu, qui s'entraîne, je veux dire, il y a qu'à voir ton physique. Mhm. Non, en fait, le MMA, t'as vu, moi, j'ai commencé à regarder l'UFC très tôt, dans les premiers UFC, quand c'était même pas un sport, ils foutaient 2 mecs dans une cage et c'était de la bagarre. Limite, tous les coups étaient permis, tout. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé. Et moi, j'étais dans le milieu de la boxe déjà, parce que t'as vu, j'avais mon meilleur ami qui était champion olympique de boxe anglaise, qui était Brahim Asloum. Donc, t'as vu, moi, j'étais souvent avec lui, les frères Akariès et tout. Et on parlait de boxe anglaise tout le temps et tout. Moi, j'avais fait de la boxe thaï avant. Et ce qui se rapprochait plus de mon kiff, c'était le MMA. Et, euh, et quand je leur parlais de MMA, eux, ouais, c'est un sport de sauvage, ça tiendra pas, nanani, là, tous, ils étaient tous catégoriques, 10 contre 1. Et je leur dis, écoutez-moi bien, c'est un sport d'avenir. Va falloir que mettre un peu plus de règles et tatati tatata. Et voilà, ben, je m'étais pas trompé, t'as vu, ce sport, il a explosé. Il a explosé, tu vois, c'est devenu un des sports les plus regardés au monde. Et t'as vu le résultat, hein, je vais pas te l'apprendre. Non, c'est ouf. Qu'est-ce que t'en penses du MMA en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'il a bien évolué? Est-ce que tu trouves que ça part un peu en couille des fois? Non, non. Le MMA, il a archi bien évolué. Regarde, t'as vu au début, je vais parler de la France. Au début, en France, les mecs, soit ils faisaient de l'anglais, soit ils faisaient de la boxe thaï. Après, il y a d'autres sports, mais tu vois, moi, mon entourage et les gens que j'ai côtoyés, c'était la boxe thaï parce que c'était un peu plus, c'était le vrai pied-point. Et tu pouvais aller t'entraîner en Thaïlande, les camps d'entraînement, ça coûtait pas très cher, nanani, nana. Il y avait des organisations, à l'époque, il y avait Semi Kepchi qui organisait des gros combats de boxe thaï. Et après, il y avait l'anglaise. Il y avait l'anglaise. Et je trouve, moi, que tu as vu, ça a été un bon sport en plus.
Parce que pour allier les deux, t'as vu, c'est le mix martial art. Donc, en gros, ça réunit presque tous les sports de combat, tu vois. Tu peux venir de n'importe quel sport de combat et t'apprends là où t'es le plus faible. Tu vois, si t'es fort pied-point, ben, tu vas apprendre la lutte, tu vas apprendre le grappe, et vice versa, tu vois. Et voilà, ça fait un sport complet qui est le MMA. Et moi, je trouve qu'il a super bien évolué en France. On a des beaux noms. On a des athlètes là qui font le buzz en ce moment, comme Doumbé et Baki, ça crée des engouements de fou. Ils ont vendu, ils ont vendu, ils ont vendu toute la Ouais, salle c'était en malade. 20 minutes. Donc voilà, je pense que les gens ils aiment ça, ils aiment le regarder. Et t'as vu, il y en a ils disent ça part en cacahuète et tout. Mais écoutez-moi, quand c'est je sais pas moi, quand le trash talk qui vient d'un Américain, c'est pas un problème. Et quand un Français commence à faire un peu de trash talk, ouais, c'est galère, il aurait pas dû dire ça. Écoute-moi bien, ça reste du sport, mais t'as vu, faut pas être que fort dans la cage. Faut être fort et savoir se vendre. Faut être un bon commercial de soi-même. Et je pense Hmm. qu'en France, on a des mecs comme Doubé qui ont montré qu'ils étaient capables. Hmm. Mais c'est vrai que je pense que le problème en France, c'est la modestie, même dans les sports et dans tout ce qui est un peu de la compétition. Est-ce que il y a beaucoup de modestie, une forme de, on essaye de pas trop se la raconter. Même dans la victoire, hein, il y a toujours oh non, tu sais, c'était beaucoup de chance. C'est-à-dire quand on voit les athlètes, moi je me rappelle, c'était Nelson Montfort qui interrogeait, tu sais, de temps en temps des athlètes à la fin des courses, tu vois, et souvent enfin, les Français sont très modestes dans la victoire, sont modestes dans Mais pourquoi? dans la façon de réaliser les choses. Pourquoi? Je sais Parce pas, que je te demande, c'est quoi sa culture? les Français, ils sont modestes. Pourquoi? Parce que en France, t'as pas le droit de réussir. En fait, en France, quand tu réussis un truc et tu dis super, j'ai réussi, je suis le meilleur, je suis champion du monde, yes, devenez comme moi. Ah, ils se la racontent, ah, ils se la pètent, nananina. Donc les mecs, les athlètes de haut niveau, que ce soit des footballeurs, des judokas ou des mecs qui font du pied-point, alors pour pas se faire déglinguer par tout le monde, Hmm. ah oui, bah oui, ils restent humbles et modestes. Et au jour d'aujourd'hui, avec le MMA et avec tout cet engouement qu'il y a, eh ben les mecs ils hésitent pas. Ouais, je suis le meilleur, je te déglingue. Et puis ça met de l'engouement. Et puis c'est comme tout, c'est comme il y a la partie dans la cage qui va se passer. Mais je vais te donner un exemple. T'as vu un mec comme McGregor. McGregor, les gens qui ne connaissent même pas le MMA, ils regardent McGregor, ils l'écoutent, ils regardent les conférences de presse, ils regardent la pesée, ils regardent tout. Pourquoi? Pour le trash talk, pour tout ce bordel qu'il est en train de foutre, et il y en a, ils regardent même pas le combat, ils arrivent au combat, ils s'en foutent du combat. Mais c'est tout cet engouement qui est autour. Les gens, ils adorent ça. Hmm. Bah, c'est Et ce que moi, fait Doumbé. ah mais Doumbé, il est champion pour ça. Mais Doumbé, il peut. Ouais. Doumbé, il a une carrière en pied-point, il a déglingué tout le monde. Il a été champion du monde plusieurs fois. Ça veut dire que quand Doumbé, il arrive et qu'il y a un mec en face de lui qui a 10 combats MMA, il lève les mains, il dit, je vais t'éclater. Il est crédible. Il a de la crédibilité. Hmm. Regarde le petit Jordan. Je pense pas que Jordan, il a pu montrer ce qu'il fallait faire. C'est un mec que je connais, tu vois. C'est un dur au mal. Il s'entraîne vraiment fort. C'est un petit jeune, il a la dalle et tout. Mais je pense qu'il s'est passé la même chose qui s'est passé au combat de McGregor contre Aldo. Il y a eu tellement de trash talk autour, tellement que arrivé au moment où l'arbitre il a dit box, il est arrivé et t'oublies tout ce que t'as fait à ton camp d'entraînement, t'as la rage, t'as la haine, tu veux prouver que t'es meilleur que lui, et là, bien sûr, tu fais des conneries. Il s'est fait sécher, Tu te sens. comme McGregor a séché Aldo, et pour moi, Aldo était beaucoup plus fort que McGregor, mais il est parti la tête en avant, il s'est fait sécher. Voilà. Et je pense Hmm. que ça fait partie du sport. Il y a tout ce que tu t'entraînes, il y a la partie sportive, il y a tout ce que mais aussi il y a l'émotionnel. Je connais des mecs, tu sais, j'ai beaucoup bercé dans ce sport et d'autres sports de combat, qui étaient extrêmement forts, mais émotionnellement, ils tenaient pas le choc. Et t'as vu, tu peux perdre tous tes moyens. J'ai vu des boxeurs perdre 80% de leur capacité en entrant sur le ring parce que ils avaient pas peur de prendre des coups et tout. Ils avaient peur de mal faire, le stress et tout. Et voilà. C'est un truc qui se travaille aussi. Hmm. Mais ouais, mais c'est vrai, Jordan Zebo, bah alors il le dit en plus. Alors j'ai eu la chance, j'ai fait un épisode avec lui qui est sorti il y a quelques mois, et on est revenu un peu sur tout ça, sur sa perception du combat, et il est très, je veux dire, je pense pas qu'il se voile la face d'un côté. Il sait très bien que tout le trash talk a eu un impact assez significatif, au point qu'en fait tout le plan qu'il avait élaboré, en fait, c'est évaporé en 3 secondes au moment où le combat a commencé, dû par la pression, dû par pas mal de choses. Donc c'est clair. Après, c'est sûr que Doumbé, putain, alors le combat est
très très bientôt. Là, au moment où on enregistre, notre épisode sortira bien après. Donc, est-ce que j'ai le droit de te demander un pronostic, sachant qu'au moment où les gens entendront ce pronostic, Le le combat résultat sera aura déjà déjà été passé. fait, hein. Bah, moi, je Ouais, dis Doumbé, il gagne. Doumbé, il ouais. gagne. Doumbé, c'est quelqu'un, en dehors de ses capacités sportives, qui a une grosse expérience. Doumbé, il a de l'expérience sur le ring, en dehors du ring, et Doumbé, il a l'habitude de cette pression. Doumbé, il va rentrer sur le combat, il aura déjà gagné 20% du combat, parce qu'il va rentrer à l'aise, nos pressions. Baki, une machine de guerre, il s'entraîne avec mon pote Ibra, donc t'as vu, au début, je le connaissais pas, mais vu qu'Ibra, c'est mon pote, donc j'ai regardé, une machine de guerre, capable et tout, il peut tout régler sur un coup, c'est de la boxe. Mais je vois plutôt Doumbé. Doumbé, parce qu'en fait, le problème, c'est que Baki, il est bon au sol. Doumbé, je pense qu'il est plus fort que lui debout. Et, Doumbé, il a tellement travaillé son sol que ça va être compliqué pour Baki. Mais après, ça reste de la boxe. Tout peut se passer, ça peut se régler en un coup. Mais avec tout le respect que j'ai pour Baki et le personnage qu'il est, parce que j'aime beaucoup, je pense que c'est Doumbé qui va gagner. Et par peut-être même une soumission. Bon, on verra. De toute façon, les gens, ça sera validé ou pas. Bah ouais. Alors, toi qui as évolué dans le MMA, comment t'expliques, par exemple, que ça soit le MMA qui est autant, qui se soit autant popularisé par rapport à une boxe thaï, une boxe anglaise. La boxe anglaise l'est, mais j'ai l'impression que la boxe anglaise ça a toujours été un sport plus ou moins populaire qui a gardé un peu sa notoriété depuis 10-20 ans. C'est à peu près au même niveau. Il n'y a pas eu, c'est pas devenu mainstream. Les gens connaissent les grands noms, mais ils connaissent pas forcément les plus petits noms. Moi, le premier, je suis loin d'être un professionnel de la boxe. Je suis beaucoup plus en contact avec le MMA, tu vois, parce que je sais pas, c'est plus tendanciel. Comment tu l'expliques, toi, ça? Que le MMA est vraiment explosé au détriment des autres sports de combat, qui sont simple. pas moins intéressants à regarder, tu vois? À mon analyse à moi, ben, le MMA, il a explosé où? Il a explosé aux États-Unis. On est juste en Europe des suiveurs, c'est tout. Et le MMA explose aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En boxe thaï, au jour d'aujourd'hui, les 10 dernières années, il n'y a pas d'oseille. Les mecs, ils font des camps d'entraînement. Un camp d'entraînement, ça dure 3 mois. Tu t'entraînes, nanani, nanana, tu vas boxer pour des clopinettes. Au jour d'aujourd'hui, ton premier combat UFC, je pense que les bourses, elles tournent autour de 10 000 $ pour ton combat, plus 10 000 $ si tu gagnes. Plus un petit 2 000 $ peut-être pour le sponsoring parce que Venom, il donne des sous. Donc, t'es à peu près à 22 000 $. Un mec qui combat en boxe thaï, son premier combat, il va gagner 350 €, un t-shirt et une tape dans le dos. Tu vois, et ça va rien lui payer du tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est des organisations qui ont énormément d'argent parce qu'ils font énormément d'argent. L'argent dans la boxe, elle se fait par le pay-per-view. Les gens payent pour regarder le combat. Donc, plus il y en a, plus il y a de pay-per-view, plus tu as des sponsors, plus le sport a explosé. Regarde, c'est coté en bourse à je sais pas combien de milliards. Donc, je pense qu'on est juste des suiveurs et on a suivi le modèle américain. C'est tout. Aussi simple que ça. Et c'est un sport où il y a de l'oseille. Les gens vont où il y a de l'oseille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même toi en tant que papa, j'ai des garçons. Ton fils, il est passionné par le sport de combat. Eh ben, tu vas le diriger par un sport où il va pouvoir évoluer et où il peut devenir. Parce que c'est quoi professionnel? Professionnel, c'est vivre de ton sport. Donc, si tu veux devenir professionnel au jour d'aujourd'hui en MMA, tu peux faire de l'oseille. Si tu deviens professionnel en boxe thaï, j'ai plein de copains qui ont leurs enfants en boxe thaï, des puristes et tout, leurs enfants, ils gagnent pas d'oseille. C'est les parents qui en dépensent. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt ça, tu vois. C'est un sport où il y a de l'argent et il a explosé aux États-Unis et nous on va juste suivre parce que au jour d'aujourd'hui, un petit jeune qui rentre dans une salle et c'est surtout ici, il y a un autre truc, il y a des icônes, il y a des McGregor, il y a des John Jones, il y a des Khabib, il y a tout ça, tu vois. Et tout le monde se sent un petit peu représenté. Donc je pense que tu as vu quand tu joues au foot, ben tu rêverais d'être Ronaldo ou Messi. Eh ben quand tu fais du MMA, tu aimerais bien être soit John Jones ou Khabib. Tu vois, c'est chacun son modèle. Comment tu te retrouves à fréquenter Khabib, à partir à être en Russie, à organiser, à être organisateur de combats? Tu racontes-moi un peu tout ça, à ces curiosités. Alors l'histoire elle est un Absolue. peu fantastique. Moi, t'as vu, j'ai un copain à moi, il me présente Phil. Tu connais Phil?
le chanteur. Ouais, je connais Seal, ouais. Voilà, Seal. Marié à Heidi Klum. Moi, je rencontre Seal au moment où il divorce. Il a mal à la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je divorce aussi. Donc, on se retrouve deux mecs en train de s'envoyer des messages. Ouais, ouais, t'as vu ce qu'elle m'a fait? Ouais, t'as vu ce qu'elle m'a fait? Ouais, tu vois, les deux gonzesses. Après, on se lie d'amitié et tout, et je me retrouve aller en Californie, à Mammoth Mountain au ski avec Phil. On prend les enfants, on va là-bas, et on se retrouve au ski. On passe Noël, je crois, là-bas, c'était sympa. Hop, je rentre en France. Phil, il me dit, je dois aller à Megèvres. Je dis, ok. Et Phil va à Megèvres. Et moi, je passe le jour de l'an à Paris, célibataire, tout seul, avec les potes. Et Phil me dit, hey, Kamel, j'ai un copain à moi, un russe, j'ai envie de te le présenter. Il est comme toi, il kiffe le sport, et tout. Et je lui dis que t'étais le meilleur entraîneur du monde. Je dis, bah, c'est gentil, ça. Il me dit, bah, vas-y, il voudrait t'inviter, voilà. Moi, à l'origine, je Mais sais t'étais pas. entraîneur? Ben, T'étais entraîneur avant ça déjà? Ouais, ouais. J'ai entraîné énormément de gens, tu vois. Même aux États-Unis, je faisais les préparations physiques de plein de combattants MMA. Et c'était ma spécialité. Moi, j'étais là-dedans. T'as vu, toute la prépa physique, c'était ça. Et, et, euh, et je me retrouve à Megèvres. J'arrive là-bas. Moi, je sais pas qui je vais voir. Il m'a dit un pote à moi russe. Donc le mec, il arrive, je dîne avec eux le soir et tout. Il a un anglais un peu basique, tu vois. Il parle pas trop bien anglais et tout. Il a des potes à lui qui parlent super bien anglais. Et il me dit, ouais, c'est toi le pote. Non, non, oui, oui, tranquille et tout. Ah, ça serait bien, on se fait un entraînement demain. Et moi, je le regarde, tu vois. Je te jure que je sais pas c'est qui. Et je le regarde et je lui dis, non, demain, je vais pas t'entraîner. Si je t'entraîne, ça veut dire que je suis ton entraîneur et tu vas me payer. Je lui dis, non, demain, on va s'entraîner ensemble. Je lui dis, ça te va comme ça? Il rigole et me dit, vas-y, si tu veux. Je dis, parce que s'il m'a demandé de venir m'entraîner avec toi, donc vas-y. Je dis, ok, cool. Le lendemain, on a rendez-vous à midi. Il a un chalet, un des plus gros chalets à Megèvres. Ça vaut dans les 50 millions d'euros, pour que tu vois un peu le personnage. J'arrive au chalet, des gardes du corps partout, des voitures. J'ai l'impression c'est Donald Trump qui est là. Je suis pas très impressionné, tu vois, parce que j'avais beaucoup vécu ce genre de choses avant. Donc j'arrive tranquille. Bonjour monsieur, tenez, voilà votre vestiaire, la salle de sport. Ah, la salle de sport elle est là, et je me retrouve dans un fitness park, mais dans le chalet d'un mec. Je dis cool. Je vois il y a des serveuses dans la salle de sport et tout. Je dis ah le mec c'est du lourd quand même. Et on a rendez-vous à midi. Il arrive avec un copain à lui. Et il me dit, Kamel, ça te dérange pas qu'il s'entraîne avec nous? Je dis, d'accord. Je dis, quelle heure il est là? Il m'a dit midi 25. Je lui dis, bon, on va commencer comme ça. On devait s'entraîner à midi. Tu m'as dit midi. Je suis venu une demi-heure en avance. Il est midi 25, 25 pompes chacun. Ils m'ont regardé au début. Et t'as vu, moi, j'étais très sérieux dans mon truc. Je dis, allez, c'est parti, les gars. Vous voulez qu'on s'entraîne aujourd'hui, sinon je vais partir. Je les ai vraiment pris en mode monsieur tout le monde. Sauf que le mec que j'avais en face de moi, c'était un des top 5 en Russie, un gros oligarque qui venait du Dakistan, un milliardaire, pour le situer sur Forbes, il devait être à 7 milliards, et le mec qui était à côté de lui, c'était le porte-parole de la Russie. Donc, en fait, j'ai fait faire des pompes à ces deux mecs-là. Moi, je sais toujours pas c'est qui. Et j'arrive, j'accroche avec eux et tout, on rigole et tout. Kamel, tu veux déjeuner avec nous? On déjeune. Et je vois un peu, c'est super protocolaire. Tu vois, les gens, ils sont tous au garde à vous, les sécurités, ils m'ont fouillé en rentrant et tout, tu vois, c'était truc. Et je passe une semaine avec lui et je lui dis, j'accroche bien avec lui, on devient un petit peu copains. Parce que tu as vu, il y a toujours cette barrière, tu vois. Et Avec les Russes, ouais. ouais, et j'habitais à Las Vegas à l'époque. J'étais venu à Paris voir mes enfants, mon fils, et il me regarde et me dit, Kamel, j'ai investi dans une grosse organisation de MMA, c'est la plus grosse de Russie. J'aimerais bien que tu viennes en Russie pour m'entraîner. Je m'entraîne tous les jours et tu me supervises un petit peu tout ça. Moi, t'as vu, je me renseigne un petit peu, mais je dis, j'écoute, j'habite à Las Vegas, tu me demandes de venir en Russie, il fait combien là? Il fait moins 25 degrés chez toi. Je lui dis, écoute, et je te jure, on est dans le sauna, on est en train de parler, je me rappellerai ça toute ma vie. On est jeudi, il me dit, Kamel, c'est quoi tes conditions si tu veux venir travailler avec moi en Russie? Et je te jure, je le regarde, je dis, je pense que mes conditions, elles sont trop fortes pour toi.
Je le regarde dans les yeux et je lui dis, je veux un salaire comme ça, je veux un appartement comme ça, je veux des billets d'avion en business, je veux ceci, je veux cela, nanani. Mais je frappe fort. À l'origine, je veux que le mec, il me dise, non, comme ça, je vais avec ça. On est jeudi, il me regarde dans les yeux et il me dit, OK, no problem. When you can start? Il me dit, tu peux commencer Et là, quand? t'as Et lu. là, je me retrouve comme un con. Le mec, c'est un mec du Dakistan, c'est un mec musulman, les mecs ont qu'une parole. Quand il dit un truc, nanani. Et moi, je suis un petit peu connu pour avoir qu'une parole, tu vois. Et il me regarde et me dit, tu peux commencer quand? Bah, faut que j'aille chercher mes affaires à Vegas. Il me dit, OK. Il sort du sauna. Il sort du sauna. Attends, juste 30 secondes, parce que là, tout le monde va se poser la question. Combien t'avais demandé? Beaucoup. Commence pas à rentrer dans mon fric, toi. Beaucoup. J'ai demandé beaucoup. J'ai demandé, non, mais même les conditions qui allaient avec, un super appartement dans Moscou, je voulais au moins plus de 100 mètres carrés, je voulais une voiture, je voulais que des billets. Je dis quand je vais rentrer chez moi, j'ai besoin de rentrer chez moi, je veux que mes billets en business et tout. J'avais dealé un vrai truc, tu vois, parce qu'à l'origine je veux pas y aller. Et et euh, et il sort du sauna et je me rappellerai toujours. Je prends ma douche, je sors et les deux gardes du corps avec qui j'avais accroché, il y en a un qui parle anglais, me dit Kamel, faut y aller vite, faut y aller vite. Je dis, tranquille, tu vas aller où? Il m'a dit, non, l'avion, il est à Genève, il t'attend, tu rentres chez toi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, j'étais avec une amie à moi qui était là-bas. Elle m'appelle, elle m'avait laissé plein de messages. Elle me dit, hey, qu'est-ce qui se passe? T'as fait une connerie ou quoi? Je dis, pourquoi? Elle me dit, hey, il y a les femmes de ménage, elles sont venues, elles sont en train de faire nos valises et tout, et elles parlent même pas avec moi. Je dis, waouh. Et le russe, il sort, elle me dit, Kamel, le jet, il t'attend, tu vas à Vegas, tu prends tes affaires, et lundi, tu reviens. On était jeudi. Ça veut dire, moi, je m'habille, je prends, je capte pas ce qui se passe, boum, je me retrouve dans un jet et boum, je me retrouve à aller chercher mes affaires à Vegas. Le lundi, boum, j'arrive à Moscou, je passe de plus 25 à moins 25 degrés. Il m'a accueilli comme il se fallait, il m'a mis à l'aise, il m'a mis dans des super bonnes conditions et tout. Et là, c'est parti. Et je suis resté plus de 6 ans là-bas. Putain, ok. Voilà pour la petite histoire. Curiosité, c'est ce mec-là qui t'a embauché. Il Ouais. travaille dans. C'est quoi? C'est un investisseur? C'est un. C'est un mec, il avait un pied partout au jeu. Il s'appelait Ziaoudine Magomedov. C'était un oligarque. Il était à la tête de Suma Group. Il est mort ou quoi? Non, il s'est pris la tête avec Poutine, il est en prison. Ah. Voilà. Je pense qu'il s'est pris la tête, voilà. C'est leurs histoires à eux, ça, moi, t'as vu, j'étais toujours à l'écart de tout ça, t'as vu. Mais je crois qu'il y a eu une petite prise de tête et voilà. Il y a un truc qui s'est mal passé, il est en tôle. Et Ok. c'était en avril 2018 et quand il est parti, eh ben moi je suis rentré en France. C'est un mec que j'aimais Et vraiment donc, beaucoup. ouais. Alors, c'est pas le même que t'as recommandé, dont t'as filé le flambeau à Vincent Isartel. Non, Je parlais de non. Vincent Isartel tout à l'heure, j'ai pas dit ça. Non, Ouais. non, Vince, en fait, ouais. c'était un mec qui travaillait pour Ziaoudine. Il travaillait pour lui. C'était le CEO de sa compagnie. Et c'était un mec super important et tout. Et puis vu que j'avais accroché avec lui, il cherchait quelqu'un pour s'entraîner et tout. Et j'avais super accroché avec Vince, que sur les réseaux et tout. Et voilà, j'ai recommandé Vince. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ouais, il passe sur là-bas. Et alors, qu'est-ce que tu t'occupes de quoi dans cette organisation? C'est quoi? Tu essaies de matcher les combattants? Bah, Ça veut dire quoi, superviser? à l'origine, j'arrive, ils mettent directeur des sports. Un truc qui veut rien dire du tout. Donc, je suis un petit peu le gars qui connaît tout sur le MMA et qui peut les aider. Donc, ils avaient un système d'entraînement qui était déjà très russe. Que basé sur le sambo, que basé sur le sol. Eux, ils pensaient que t'as vu, dès que t'étais en difficulté en pied-point, bah, fallait emmener un mec au sol et le soumettre et tout. Ben, je suis rentré dedans, j'ai ramené des entraîneurs brésiliens, des entraîneurs américains, euh, et en fait, pour leur faire comprendre que c'est du MMA. C'est pas de la boxe avec et tu vas utiliser ta lutte pour t'en échapper. Tu vois, donc du MMA. Donc j'ai commencé là-dedans. Après, on avait beaucoup de combattants qui avaient l'habitude des KO et tout, et on avait des combattants qui allaient à l'UFC, et on avait des combattants qui boxaient dans notre organisation. Et il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes de cardio. Ça veut dire quand ça finissait en 2 rounds, c'était bien, mais dès que ça dépassait le troisième, les mecs ils étaient carbo et tout. Donc je les ai pris eux en main.
J'ai même entraîné le champion du Bellator, Vitaly Minakov. J'ai entraîné plein de mecs. Je suis parti entraîner aussi euh, plein de non-russes, tu vois. Et, et j'ai fait ça. Et après, le russe, il voulait racheter l'UFC. Et voilà, vu qu'il fallait des gens qui savent parler avec des Américains, fallait les recevoir, nanana, donc je me suis occupé de ça aussi. J'ai fait aussi le présentateur télé. Donc c'est moi qui présentais les combats. Ah, j'ai tout fait, je te dis. J'étais l'homme à tout faire de l'organisation. Tu vois. Et en fait, on peut le voir ça sur il y a pas de vidéo sur YouTube ou sur il y a YouTube russe. En fait, je t'explique. J'avais mis plein de trucs. J'avais mis même des entraînements à moi de MMA. J'avais mis plein de trucs et tout. Mais en fait, Internet est méchant. C'est-à-dire que moi, je me suis entraîné toute ma vie. J'ai fait du MMA comme un mec qui fait du foot le dimanche ou un passionné de football, tu vois. Sauf que je me suis entraîné avec des grands noms. Je me suis entraîné avec les plus grands. Mais moi, j'ai pas de combat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand t'as pas de combat, on dirait que t'es pas légitime de faire ça. Alors à tous les coups que je montais des entraînements et des trucs comme ça, il y avait des commentaires chelous. Ah ouais, mais regarde lui, ceci, cela, cela. Et un jour, j'ai pété le plomb. J'ai dit, hey, j'ai rien à prouver à personne. T'as vu, je l'ai fait pour mon petit plaisir à moi. Moi, j'ai fait du MMA pendant des années. Je me suis entraîné avec Vanderlei Silva, avec Verdum, avec les grands noms de l'époque, tu vois. Et c'était un vrai kiff pour moi parce que moi, j'étais un passionné et je m'entraînais avec les plus grands. Et vu que je voyais des commentaires un peu chelous, bah, quand j'ai commencé à être un peu connu sur les réseaux sociaux, j'ai tout sauté. J'ai tout sauté, donc il reste 2-3 petits trucs, mais j'ai tout sauté. Ouais, après, j'ai l'impression que ça, c'est moins autant... ça dépend des disciplines, mais les entraîneurs ou les préparateurs en MMA, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on leur demande moins d'avoir eu la carrière, d'avoir eu une carrière auparavant. Bon, Daniel Warin, par exemple, n'est pas quelqu'un qui est réputé pour avoir eu une carrière d'athlète avant d'avoir entraîné alors Benoît Saint-Denis, forcément, et Lyoto Machida. Je pense qu'on l'accepte aujourd'hui. Non, en fait, moi, c'est pas dans ce sens-là. Plus facilement. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je me considérais pas comme un entraîneur. J'ai entraîné, mais quand j'ai arrêté d'entraîner, tu vois, je suis arrivé, je me suis mis à mettre des films, à faire des films, je me suis mis à faire plein de trucs. Et donc, ceux qui suivaient mon parcours, ils disaient, ouais, Kamel, le mec qui fait du MMA. Mais vu que le MMA venait d'émerger, tu vois, ça faisait, ouais, Kamel qui fait du MMA, mais genre, j'étais pas légitime. Donc, c'est pour ça c'est ça qui me posait un petit souci, tu vois. Alors que moi, j'étais juste un kiffeur, je fais du MMA pour moi. Moi, j'ai commencé le MMA au même temps que le démarrage du MMA. Ça veut dire que c'est comme la boxe thaï. Il n'y avait pas d'oseille. C'est-à-dire, moi, j'ai des copains à moi qui ont fait du MMA, qui sont entraînés, qui ont fait des combats et tout. Ils ont pas fait d'oseille, tu vois. Et moi, j'ai énormément travaillé parce que j'avais une vie qui allait assez vite et il me fallait des sous. Donc, je faisais les entraînements et tout par période quand je pouvais. Je partais à Vegas 3 mois, je m'entraînais à toute patate et tout. Mais je m'entraînais comme un pro, mais sans combattre. Parce que t'as vu, je savais pas quand je devais aller bosser ou faire mes affaires, tu vois. Donc en fait, je me suis toujours entraîné en me disant pour mon kiff à moi. Voilà, c'est tout. Ouais, en passionné, quoi, en passionné. Je suis un passionné à l'origine. Là, au jour d'aujourd'hui, je m'entraîne plus, je suis cassé de partout. Je me suis cassé tibia péroné à Vegas sur un low kick à l'entraînement chez Vanderlei. Je me suis éclaté l'épaule. T'as vu, là, au jour d'aujourd'hui, t'as vu, bah, demain, c'est mon anniversaire, mais moi, demain, j'ai 47 piges. Donc, tu t'entraînes pas à 25, 30 ans quand tu as 47 piges. C'est gentil. Donc, voilà, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je fais beaucoup de muscu pour m'entretenir, en fait. Parce que je suis un passionné de sport. Je fais de la muscu, je fais un peu de foot à côté, je fais du paddle. Donc, voilà. Je suis un kiffeur, moi, t'as vu, je suis sans aucune prétention, je vais être personne. Moi, je fais ce qui me plaît, quand ça me plaît, et je le fais. Et Khabib, comment tu le rencontres pour la première fois et qu'est-ce que Ouais. ce grand champion de MMA Khabib, bah, pour la petite anecdote, il vient d'où? Du Dakistan. Le mec pour qui je travaille, c'est un des plus gros bonhommes du Dakistan. Il est un petit peu fâché contre Khabib. Je ne sais pas pourquoi. On arrive à l'UFC, on est invité par Dana White, donc on arrive à l'UFC et tout, un jour où Khabib combat. Et moi, je te jure que je suis pas encore au courant qu'il y a une petite tension. Donc moi, je suis avec le Russe et 5-6 potes à lui. Et on est accès aux loges, on est VIP. Et je lui dis, mais oh, il y a un mec du Dakistan là qui boxe là. Il m'a dit, ouais, mais il a déconné et tout, nanani. Je dis, mais comment ça, il a déconné?
Je dis, c'est un mec de chez toi. On est aux États-Unis. Je crois qu'on était à Los Angeles ou à Las Vegas, ou je sais plus dans quel pays était dans quelle ville était l'UFC. Et je dis, c'est un mec de chez toi. Je dis, il vient de gagner le combat et tout. Je te le ramène, on le félicite. Putain, moi, j'étais content. En plus, Khabib, il commence à exploser, tu vois, c'était dans les débuts. Il me répond pas. Il y a un Ruskov qui est avec moi. Je dis, viens, on va le chercher. Je dis, Khabib, il est en plein d'interview, mais Khabib, il est avec Ali, son manager. Tu vois de qui je te parle? Non. Ok. Dis-moi, redonne-moi son nom entier. Attends, je te montre. Je te montre, comme ça tu vas savoir. Manager de... Je t'entends très mal, là. Qu'est-ce qui se passe? Ali Abdelaziz. Bah ouais, j'allais te le montrer. Voilà. Ok, vas-y, tu peux me le montrer aussi. Tu vois qui c'est? Tu vois, voilà, lui. Tiens, mets-le au centre, comme ça... Mets-le au centre pile au milieu. Voilà, comme ça se verra. Ok. Donc lui, c'était le manager de... Voilà. Et Ali, avant qu'il commence d'être agent et tout, bah en fait, Ali, il s'entraînait où? Il s'entraînait à Las Vegas, chez Vanderlei Silva. Et un jour, j'ai un pote à moi, Alex, on est à l'entraînement. T'es toujours là? Ouais. Parce que là, ça bug un petit peu, là. Ali, il s'entraîne où? Ali, il s'entraîne chez Vanderlei Silva. Mais il est même pas encore agent, il est personne. C'est juste un mec. Et moi, j'arrive avec un pote à moi qui s'appelle Alex. Alex, pour nous, c'était le premier mec qui a fait il a fait du judo, il faisait du jiu-jitsu. Donc, quand on parlait de grappling, c'était lui un petit peu la référence. Donc, on arrive chez Vanderlei aujourd'hui, et on va pour tourner, et on arrive pour tourner, et il y a Ali qui est là. Écoute-moi bien. Ali, il a soumis tout le monde, tout le groupe, en moins de 1 minute. Chacun. Donc, Ali, il soumet tout le monde. Je dis, waouh. Je parle avec lui, il me dit, ouais, il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'était un Égyptien, nanani. On accroche un petit peu. Donc, ça devient mon copain de l'entraînement. Et quand j'arrive dans le vestiaire et qu'il y a une interview, il y a Khabib et tout, et le Russe, le pote du Russe, il est là, il me dit, non, mais ils sont occupés et tout. Et je lui dis, bouge pas. Je dis, Ali, comment tu vas? Il me regarde, il me dit, Kamel, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ben voilà, je suis avec ci, ça. Il me dit, je dis, il y a quelqu'un qui voudrait voir Khabib. Il me dit, non, il est en interview et tout. Et je dis le nom de la personne qui voulait voir Khabib. Je dis, ouais, mais il y a Ziaoudine Magomedov qui est là. Khabib, il a entendu le nom, il a tout arrêté. Il a arrêté l'interview, il a dit, il avait pas un super anglais. Et il me dit, il est avec toi? Je dis, ouais. Je dis, allez, vas-y, viens. Et c'est ça la fameuse photo qui est sur Internet, où on voit moi, Khabib, Ali et tout le monde nanani. C'était un peu le jour des réconciliations, tu vois. D'accord. Et après... Elle est disponible, elle est disponible où, cette photo? Je te l'enverrai. Ok. Et voilà, c'était la réconciliation, ils se sont reparlés, nanani, et voilà, et après, tu vois, ça aide beaucoup quand t'as un oligarque comme ça, qui t'aide, un mec du Dakistan qui t'aide pour payer tes camps d'entraînement, pour t'aider, pour te sponsoriser, nanana. Donc, Khabib était très, très proche de lui, très proche de sa famille, et vu que moi j'étais H24 avec le Russe, ben voilà, Khabib, on s'est un petit peu lié d'amitié comme ça. C'est une très bonne personne, un mec humble. J'ai été en vacances avec lui, on s'est entraîné ensemble en vacances. Les vidéos, tu les as sur mon Instagram. Même après quand il a fait son opération du dos, il est venu à Saint-Barth avec nous. Donc t'as vu, on s'est entraîné un petit peu ensemble et tout. Et c'est un vrai bon mec, une vraie bonne personne qui a un bon cœur. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il reviendra jamais, hein, même à la retraite terminée, jamais plus de comeback. C'est un Dakistan avec une parole. Je t'explique. Quand il a dit à sa mère, je vais plus revenir, il reviendra plus. Tu peux monter, descendre. Khabib, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il a tenu sa parole partout. À tous les coups, il dit quelque chose, il l'a fait. Donc, t'as vu, c'est un mec, en plus, il est très croyant. Il est super croyant. C'est un mec, il loupe pas une prière. Quand il a explosé, on lui donnait des suites, et tout, avant les combats et tout. Et je t'explique. Khabib, pour l'UFC 205, on va le voir à New York. Quand on arrive à New York, allô, Khabib, t'es là, ouais. J'étais avec le fils du Russe, et il dit, on va venir te saluer. T'es où? La sécu, ils nous font rentrer et tout, nanani, je me retrouve dans une grosse suite, et il y a qui dans la suite? Écoute-moi bien. Ils sont 10 mecs du Dakistan.
Lui, ses potes, son entraîneur et tout, ils ont jeté les matelas par terre. Ils sont tous en mode poteau, assis, pas de baratin, rien du tout. L'heure de la prière, ils prient tous ensemble. L'heure de l'entraînement, ils s'entraînent tous ensemble. Quand faut aller faire des décrassages, ils les font tous ensemble. Une vraie solidarité, tu vois. Et, euh, et t'as vu, c'est un mec, je crois qu'il a gardé vraiment les pieds sur terre et c'était vraiment une bonne personne. Ouais, et puis alors j'ai l'impression que toi, t'as quand même bien les pieds sur terre aussi, d'une manière générale. Tu vois, à chaque J'ai fois que je fait. t'écoute, c'est assez. Ouais, bah c'est. Alors la grande question, ça fait quoi quand t'arrives, quand t'es embauché par ce Russe, alors tu donnes pas les détails de exactement ce que t'as demandé, ce que t'as reçu, mais quand t'arrives dans ce monde, dans cet univers comme ça, où il y a autant d'argent, il y a autant, enfin, je veux dire, c'est le confort à l'état extrême. Je veux dire, c'est un autre monde. Tu pètes pas un câble, t'hallucines pas, les hiérarchies sont différents, les gens sont différents. Comment t'appréhendes ça? Bah, en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que, en fait, avant tout ça, j'avais déjà vécu ce genre de choses. Parce qu'avant tout ça, j'ai fait de la sécurité. Donc, je fais beaucoup de sécurité pour des gens très connus. J'ai fait de la sécurité pour des grosses stars américaines et tout. Donc, j'avais l'habitude d'aller dans les grands hôtels, dormir dans les grands hôtels et tout. Et après, quand ça a explosé un petit peu pour moi et que j'ai commencé à être connu dans ce métier en France, eh ben, j'ai commencé à faire les Saoudiens. Et quand j'ai commencé à faire les Saoudiens, il y a eu deux, trois petites anecdotes et je me suis retrouvé avec le fils du roi et son petit-fils. Et en fait, je faisais sa sécu. Donc, pendant 7 ans, je faisais la sécu de ces personnes-là. Donc, je t'explique, famille royale saoudienne, l'argent n'est pas un problème. J'ai appris Mhm. comment qu'il fallait enlever ses chaussures quand tu montes sur un yacht. J'ai appris quand tu montais dans un jet privé comment ça fonctionnait les toilettes, tu vois, parce que quand tu rentres dans certains jets, eh ben, les toilettes tu les vois pas, il y a des trucs à enlever, c'est des petits détails, tu vois. Mais j'ai appris tous ces petits protocoles-là. Donc quand je suis avec le Russe qui avait 2 jets, avec qui donc j'ai compris tout ce protocole. Et ce protocole, je le connais parce que avec quelqu'un de la famille royale, quand tu es assis sur un bateau avec lui, en train de manger une crêpe au Nutella, c'est un peu ton pote, tu rigoles, tu t'amuses et tout. Mais quand il y a des gens qui arrivent, des employés à lui ou des gens, le protocole fait que tu sais plus, tu le tutoies pas. T'as vu, il faut lui donner, je sais pas comment te dire, il faut lui donner Ouais, si, je vois. Toute ce petit crédibilité, voilà, ce protocole qu'il y a. T'as vu, faut pas faire le pote avec lui. Vous êtes tous les deux dans une pièce, tu peux parler, faire le pote, check avec lui, nanani. Mais à partir du moment où il y a une Mhm. personne, c'est plus ton pote, c'est monsieur, c'est nanani, tu vois, c'est très protocolaire. Et en fait, j'ai appris ça un petit peu avec eux. Donc quand je suis avec le Russe, je pense qu'il a apprécié aussi cette forme. On est à l'entraînement, on rigole, on peut parler tout de bouffe, de cinéma, de nanana. Mais je me suis retrouvé, j'ai fait tous les voyages avec lui. Donc après, parce que pour la petite anecdote, le Russe, j'ai commencé à l'entraîner, j'étais son entraîneur, mais après, je suis devenu son bras droit. Et donc après, dans tous les voyages qu'il y avait des secrétaires et des assistantes ordinateurs, téléphone, et il y en avait qui allaient sur place, et c'est moi qui voyageais avec lui. Donc, j'organisais tous les voyages. J'appelais le pilote d'avion, je lui disais, on va manger quoi? Fallait préparer ça. J'arrivais à New York, j'organisais les chauffeurs, les gardes du corps, les hôtels, les nananina. C'était énormément de travail et une pression comme tu peux même pas t'imaginer, parce que le mec, il était, il était comme ça carré et t'avais pas le droit à l'erreur. Lui, l'erreur est inacceptable. Vu ce qu'il paye et vu comment il fait, pour lui, tout doit être carré. Et ça a Tant bien mieux. marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché, et voilà. C'est comme ça, t'as vu, j'ai passé ma vie dans un jet, j'allais en vacances dans des yachts, la Sardaigne, les Saint-Barth, t'as vu tous les destinations de milliardaires, là. Je les ai fait et refait. Les Maldives, je les ai fait dans les plus grands hôtels, je les ai fait en yacht, je les ai fait... Moi, il y a plus rien qui m'impressionne, tu vois. Il y a plus rien qui Ouais, m'impressionne. c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça te blase à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc aussi où une fois que tu découvres ça, que tu le vis, tu te dis, bon, ben, voilà, quoi d'autre maintenant? Tu sais, comme une espèce de. Alors, c'est pas. Le succès, la richesse et l'abondance, c'est pas forcément l'objectif de tous, mais tu sais, il y a toujours un truc de se dire, comme tu as vécu ce truc-là, à fond, à l'extrême, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de perte de sens un peu de se dire, bon, ben maintenant quoi, tu vois? Ben non, au contraire, je l'ai tellement vécu, avec aussi des personnes très différentes, euh, qu'en fait, maintenant, j'ai compris parce que, je te donne un exemple, j'ai commencé, j'étais garde du corps
La première fois que je suis monté sur un yacht, c'était un yacht de 60 mètres ou 70 mètres, c'était à Cannes. Je monte dedans, je vois le luxe à l'intérieur et tout, et pour moi, avec ce que j'ai vu dans ma vie, c'est le luxe extrême, c'est le yacht. Parce que le yacht, tu peux avoir, j'étais dans des yachts de 100 mètres où il y a 70 personnes qui travaillent que pour 12 personnes. Quand tu sors, quand tu sors de ta cabine, je me lève le matin, ils nous avaient déjà demandé nos habitudes. Donc quand je sors le matin, après, j'ai compris, tu vois, dans leur talkie et tout. Allô, oui, il y a Kamel qui est sorti de sa cabine. Ok. Il y a quelqu'un qui vient voir. Bonjour, monsieur, vous voulez prendre votre petit déjeuner? Je dis oui. Vous voulez prendre où? Dans votre chambre? Vous voulez prendre sur le pont? Ah, je vais le prendre sur le pont. J'arrive, je suis en train de tourner et tout. Voilà, monsieur, votre protéine, elle est là. Vos fruits, ils sont là. Nanani. Vos pancakes, ils sont là. Nananina. Et en fait, c'est le luxe extrême. Ils savent tout et ils répondent à tout, dans les moindres détails. Donc, t'as vu? C'est pas un peu gênant au Non. début? Non, c'est un kiff. Moi, je vais pas faire le mytho, hein, c'est un vrai kiff. Ah ouais. Et en fait, le truc que je veux, moi, quand j'ai réussi à faire un peu d'oseille et tout, pas pour pouvoir me payer un yacht de 100 mètres ou bien, mais pouvoir aller sur un bateau avec ma famille, mes enfants, ma femme et tout, eh ben, leur faire découvrir ça, moi, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Tu vois, moi, personnellement, je vais pas dire je kiffe plus, mais en fait, moi, j'étais dans ce genre d'endroit-là où j'ai vu des mecs de la famille royale tous les jours pendant un mois à Cannes dans un gros yacht avec un gros chef en bas et tout. Et ils faisaient quoi? Ils jouaient à la PlayStation. Je dis, mais les gars, il y a des jet skis, il y a des trucs, nanani, on peut inviter des gens, faire une teuf, faire un dîner, nanani. Non, ils jouent à la PlayStation. Il y a une petite anecdote, tu vois, il y a le chef du bateau, un grec, antipathique de fou. Il veut rentrer au Baoli un soir où je suis off. Il veut rentrer au Baoli. Il le recale du Baoli. C'est une grosse boîte de nuit à Cannes. J'arrive, je me rappelle, c'était Fabrice le physio, je dis Fabrice, sois cool avec lui, il travaille avec moi sur le bateau et tout, laisse-le rentrer, il est tout seul. Fabrice, vas-y pour toi Kamel, je le laisse rentrer. Très gentil Fabrice, big up. Et il le laisse rentrer, ça veut dire le lendemain, je me retrouve sur le bateau, et ce chef là qui ne calculait pas, qui faisait le mec hautain et tout, Kamel, il parle français. Kamel, tu as faim? J'ai dit oui. Il me dit descends avec moi dans la cuisine. Je pouvais pas m'imaginer une cuisine aussi grande, avec des frigos aussi grands, dans un bateau. Et il me dit, Kamel, tu veux manger quoi? Il me dit, ce que tu veux, j'ai envie de cuisiner. Je dis, d'accord. Je me rappelle plus ce que je lui demande. Je lui demande un plat, je lui demande un pancake, des pancakes à la banane. Il me fait tout. Il me dit, regarde-moi, Kamel. Je suis un des plus grands chefs du monde. Et tu sais qu'est-ce qu'ils me font faire comme bouffe? Je lui dis, ben non. Il me faut faire des sandwichs avec du kiri et des Pringles. C'est quoi? Je m'éclate de rire. Je dis, vous mangez au restaurant? Mais il me dit, mais quoi? Je suis qui, moi? Et il pète les plombs. Et en fait, tous les jours, il me faisait des petits plats, des kiffs et tout, et puis je me suis fait pote avec lui. Et en fait, tout ça pour te dire qu'en fait, les gens, c'est pas avec l'argent qu'ils ont, c'est surtout avec qui t'es. Si t'as des potes qui font du sport et qui vont faire du sport, même si t'as pas envie d'en faire, eh ben tu vas les suivre un petit peu. Si t'as des potes, c'est des kiffeurs, tu vas kiffer avec eux. Mais si t'as des potes qui sont là, des gros, en train de jouer à la PlayStation et manger des sandwichs au kiri toute la journée, ça donne envie de rien faire. Donc, les gars, ils kiffaient pas. Ils kiffaient pas. Pourtant, ils avaient tout l'argent du monde pour kiffer, tout le matériel possible, et ils kiffaient pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai bien appris un truc, c'est peu importe l'oseille que t'as, tout dépend avec qui t'es et comment ça se passe. Parce que j'ai pris des jets privés pour aller manger des pizzas en Italie, j'ai pris des jets qui coûtaient des centaines de milliers d'euros pour aller juste voir quelqu'un, tu vois. J'ai vu ce que les gens étaient capables de dépenser pour des petits caprices, mais ils kiffaient pas. Et moi, là, j'ai fait des grands restaurants, personnellement. Je suis un grand kiffeur, je suis un vrai épicurien. J'ai fait les plus beaux hôtels du monde avec moi et ma famille et tout. J'ai fait des trucs sympas. Mais assis sur un banc en train de manger un sandwich au thon avec mon fils et on rigole, ou avec ma femme, moi, je kiffe. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment appris quelque chose dans ce monde-là. C'est pas ce que t'as, c'est avec qui t'es. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un truc que quand tu l'as compris, quand t'as la chance de pouvoir être sur un yacht, un jet et tout, bien sûr, c'est un kiff. Mais si t'es pas avec les bonnes personnes, tu vas pas kiffer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On voit tout ce que tu veux dire. Mais quand je te demandais tout à l'heure si t'étais pas gêné, tu sais, c'est la sensation que quand on est à tes petits soins, à mort, comme là, tu sors de la chambre et puis vous avez votre petit déjeuner, ceci, cela, il
t'as pas cette sensation de se dire putain c'est un peu trop là, c'est pas je mérite pas autant ça, mais je veux dire n'abusons pas. T'as pas ce truc de se dire moi ça m'est arrivé, tu vois, dans des endroits où tu sens qu'ils sont vraiment, je suis ici à Bali, tu vois, et alors sur le service ils sont pas ouf comme tu peux le savoir. Sur le service en lui-même, bah c'est pas ouf. Par contre, ils sont hyper gentils et ils sont adorables. Tu leur demandes de trucs, ils y vont ou quoi. Et des fois un peu trop, tu vois. Et ça donne presque envie de leur dire, c'est bon, tranquille, on est pareil, tu vois, dans un sens, tu vois. Je suis pas plus, tu vois, il y a ce truc de hiérarchie un peu. Je sais pas si Je comprends très bien. si tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, regarde un truc. Moi, au jour d'aujourd'hui, t'as vu, j'essaye de faire de l'oseille, pas pour devenir plus riche ou nanani, pour avoir cette petite liberté de pouvoir aller en vacances. Là, j'ai mes parents qui sont arrivés de France, je les ai pris avec moi, je les ai mis en business class. Moi, mes parents, ils en ont rien à foutre. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir offrir ça à tes parents, tu vois. Là, on a fait des gros restos. Ma femme les a emmenés faire de l'hélicoptère et tout cet argent, il sert à quoi? À faire du kiff, à faire plaisir, à te payer cette liberté. Pas pour dire j'ai plus d'oseille que l'autre ou nanani nanana. Bien sûr, j'aime les belles choses, j'ai une belle voiture, je m'achète une belle montre, je suis content de les avoir. Mais en fait, avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, parce que après, tout est relatif. T'es déjà parti dans un petit hôtel? Oui, probablement. Oui. Voilà. Quel genre de petit hôtel? Non, non, un petit hôtel, un hôtel à 100 balles. Ouais. T'as déjà dormi dans un hôtel à 100 balles. Quand t'es sorti, il y a une dame, elle est venue nettoyer tes toilettes. Oui, ils ont fait, oui, bien sûr. Ça t'a pas posé de problème. C'est son travail. Ben, ouais. En fait, Non, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que le service est attends. démesuré. Réponds, tu vois où je veux en venir. Non, ça m'a. Et elle a fait tes draps, et elle a nettoyé la chambre, et elle a nettoyé la salle de bain et tout. T'as vu? Pourtant, Bien sûr, bien sûr. c'est peut-être la maman de quelqu'un, c'est peut-être la maman d'un mec qui Tout à aurait pu fait, être tout à ton fait. pote. Et moi, ma mère, elle l'a fait. Tu vois, ma mère, elle a fait le ménage, elle a fait truc, nanani, nan. Mais c'était son travail, et elle était heureuse dans son travail, tu vois. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me lève dans un yacht ou je me lève dans un jet parce que j'ai dormi dans des jets. Je me lève dans un jet et j'ai une hôtesse qui vient me faire un petit déjeuner, qui me demande si j'ai bien dormi, qui va me ramener une petite pochette de glace sur les yeux pour que je dégonfle, nanani, nanana. C'est du flan et du baratin et tout. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé qu'on s'occupe de moi, je suis aux petits soins, les gens sont aux petits soins, et tout est relatif. Plus t'as d'oseille, plus on va être aux petits soins pour toi. C'est le seul truc. Parce que, en fait, dès qu'on a un peu Oui, d'argent, mais on va bien se payer sûr. des services, et en fait, c'est quoi qu'on se paye? On se paye des gens qui travaillent pour nous indirectement. Eh bien, on a du mal à se l'admettre en France. Non, mais je comprends. Alors, je comprends tout à fait la mécanique, et alors, je suis loin d'être contre. Enfin, je vois comment le mode fonctionne, et je suis pas. C'est pas du tout une remise en question. C'est une sensation, une sensation des fois, tu vois, de se dire. Bah après, tout est relatif, effectivement. Si tu payes un service extrêmement cher, tu t'attends à ce que le service soit à tes petits soins hyper calibré. Mm. Mais c'est quand il y a des décorrélations. Tu te demandes tu sais, à quel point ça peut aller, à quel point ça peut monter, jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et des fois, Gros, ça va dans des levels de fou malade. T'as vu, moi, j'imagine. Ouais. j'ai traîné avec des mecs, t'as vu, dans les familles saoudiennes, où il y avait un mec qui était là que pour faire le thé. Parce que c'est le thé que eux, ils aiment bien. Voilà. Il y a un mec qui était là que pour faire la chicha. Il y a une C'est nana qui fou. était là avec le russe, il y a une nana qui était là que pour repasser, parce qu'elle lui repassait ses vêtements comme il fallait. Elle les nettoyait comme il fallait. Tu vois? T'as un mec que pour les voitures, que pour ça. Après, t'as vu, plus t'as d'oseille, ben plus en fait, ce que tu pouvais donner à une personne à tout faire, ben là, tu vas te dédier à chacun. Mm. C'est du kiff. C'est du kiff. Tout dépend comment c'est utilisé. Moi, tant qu'il y a du respect, moi, j'ai toujours respecté les gens. T'as vu, je suis pas autant à dire, hey, ramène-moi ça, ou nanani, nanana. Moi, je respecte le milliardaire comme le laveur de toilette. Mais vraiment, vraiment. Mm. Et c'est pour ça qu'avec le Mm. riche, je me suis toujours bien entendu. Et j'ai côtoyé beaucoup de personnalités, de gens très riches ou de très connus. Et j'ai toujours été respectueux, mais comme quand je croise un mec au Dubai Mall qui est en train de nettoyer les toilettes, bonjour monsieur, nanana. Voilà. Moi, avec l'humain, j'aurais pas aimé parce que moi j'ai fait des petits travaux, j'ai travaillé quand j'étais petit, j'ai travaillé au marché, j'ai mis des prospectus dans les boîtes aux lettres, j'ai nettoyé des caves, j'ai fait des trucs et j'aurais pas aimé qu'on me manque de respect parce que je suis un Algérien super fier. Donc t'as vu, je manque pas de respect aux gens. Après tant que tu m'as rien fait, après si tu m'as fait quelque chose. Différent. Mm.
Tout a commencé avec la sécurité. Alors, c'est ça que tu disais, c'est que tu as commencé à faire la sécurité et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier, à rencontrer des gens, à te faire du réseau. Ça part de Allez, là? en fait, toi, on va faire on va parler. Ok, on va aller même plus loin. Moi, je t'explique. Quand j'étais petit, j'ai mon papa trop méchant, dur, pas méchant, non, c'est pas le bon mot, dur, interdit de se battre, nanani nana. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, fallait pas que quelqu'un dise à mon père, ouais, ton fils s'est battu à l'école et tout. T'as vu, mes parents, c'est la première vague d'immigration, tu vois. Ils voulaient pas faire de vagues, Tiens, ils voulaient être Caro. acceptés, il Ouais. fallait se tenir à carreau, pas de bagarre, rien du tout et tout. Et en fait, moi, tellement j'avais peur que mon père il m'éclate que, en fait, je me bagarrais jamais et tout, bah, limite, je me laissais faire. Donc, t'as vu, j'étais pas le plus balèze de la cour ou le mec qui savait se battre ou nanani, j'étais plutôt la petite victime, tu vois. Et j'avais pas ce gabarit-là, tu vois, j'étais un petit maigre et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti, j'ai commencé à grandir et tout, vers 16 piges, j'ai commencé à faire un peu de boxe thaï. On m'a emmené, j'ai commencé à faire avec les copains, à Villeneuve-Saint-Georges, sous la piscine et tout, et je me suis entraîné, j'ai kiffé. Après, problème scolaire, 18 ans, nananina, ça se passe mal. Chez mon père, il est un petit peu dur avec moi, il voulait que j'assure à l'école, mais moi, j'assurais pas. Hop, j'ai un petit problème de justice. Qu'est-ce qui se passe? Soit je vais à l'armée, soit je vais un truc, une espèce de petite prison pour les gosses. Hop, hop, je vais à l'armée. Je me retrouve en 96 à Ilkirch-Grafenstaden. C'est à la comment ça s'appelle, à la frontière allemande, mais c'est à côté de Strasbourg. Et je me retrouve militaire là-bas. Voilà. Et là, ça part en cacahuète pour moi. C'est fini le petit mec qui se laisse faire, nanani. Premier qui me parle, je l'éclate. J'arrive militaire, t'as vu déjà, je supportais pas les ordres et tout, mais premier mec t'as vu, militaire, pas gradé, qui me parlait mal et tout, boum, ça finissait toujours mal. Et j'ai commencé à boxer un petit peu là-bas, et de plus en plus, je kiffe, et je commençais à devenir un peu bon. Donc voilà, j'étais un petit peu le bagarreur de service. Après tout Et ça, comment t'arrives à te transformer aussi rapidement en statut? Parce qu'en général, le statut de victime, il est pas uniquement dû à la technicité, c'est aussi comment tu te perçois. Donc si t'arrives d'un coup à te défendre, c'est parce que quoi, tu fais un changement de perception, non, bah en fait, moi, tu te redules. j'habitais chez mes parents. Donc là, jusqu'à 17 ans, j'habitais chez mes parents. Ça veut dire que la bagarre était interdite, mon pote. Si mon père, il savait que je me battais, il allait me déboîter. Donc, indirectement, t'as vu, je préférais me faire cogner par un petit jeune de mon âge que de me faire éclater par mon père. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve à 18 ans à l'armée tout seul. Là, il y a plus personne pour me dire ce que j'ai à faire. Et je me rends compte que, t'as vu, les petites 2 années de boxe taille que j'ai fait, je me débrouille pas trop mal. Donc, tic-tac, boum, je me laissais pas du tout faire. J'étais pas ce qu'on appelle un hagga, mais je me laissais pas faire. Je laissais rien passer. Et j'aime ça. Je fais un peu de kickboxing là-bas. Je me débrouille bien. Je fais les championnats de France. Je me débrouille bien. Et on fait les combats interrégimentaires. Je me débrouille bien. Et après, ben, je sors de là-bas et faut taffer. Et taffer, je fais plein de petits métiers. Je travaille chez Renault, j'ai travaillé dans plein de trucs, préparateur de commandes dans des frigos. J'ai fait plein de petits boulots, tu vois. Et après, on se retrouve. Kamel, tu veux travailler au Parc des Princes? Je dis bah ouais. Et je me retrouve à travailler en sécu au Parc des Princes. Et vu que j'étais un petit peu le vaillant de service, qui avait pas peur de la bagarre et qui allait au front tout le temps et qui aimait ça, eh ben de fil en aiguille, sécurité ici, garde du corps à Roland-Garros, j'en ai fait tellement que je sais même plus. Après, toutes les salles de concert, les Bercy, les Zénith, les grosses stars qui viennent, quand il y a Schwarzenegger ou une Janet Jackson qui arrive à Paris, c'est nous qui le faisions. Toutes les gros sportifs ont fait, Stade de France pareil, et après je me retrouve videur en boîte. Et là, je fais plein de boîtes parisiennes. Et Ouais. alors, c'est quoi la différence entre les boîtes et sécu pour Je t'entends plus, pour mon les pote, je VIP? t'entends plus. La vie nocturne en boîte de nuit en termes de sécu, elle est réellement différente de celle des VIP. Comment tu l'as vécu, toi? Oh bah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la Ouais. sécurité. Et en plus, t'as vu que à notre époque, nous, il n'y avait pas de carte de sécurité et tout. Ils prenaient les mecs qui s'y connaissaient le mieux. Ils prenaient des anciens flics et tout, mais ils prenaient aussi surtout des mecs vaillants que, en cas de problème, ils, euh, ils seraient là, tu Qui vois. était là, quoi. Ouais, qui Ouais. étaient là, tu vois. Bon, moi, j'étais bien bagarreur, ancien militaire. J'adorais me saper, tu vois, moi, donc je mettais des beaux costards et tout. Donc, t'as vu, dans ce boulot-là, ça va, j'ai réussi à me faire un nom et ça marchait bien. Mais le problème, c'est que t'es pas garde du corps toute l'année.
et t'as des factures à payer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que trouver un travail que, tu vois, qui comble l'hiver et tout. Et la plupart d'entre nous, on était videurs. Ok, ouais, pour compenser. Ouais. T'as eu des soucis, je veux dire, t'étais bagarreur, t'as eu des problèmes. C'était une énorme bagarre. Moi, j'ai fait que de me battre. Moi, en plus, j'adorais ça. J'avais un pet au casque. Tu sais, moi, avant de devenir balèze, quand j'ai commencé la sécurité, je me rappellerai toujours. Garde du corps de Janet Jackson. Les vrais gros premiers trucs que j'ai fait. Elle avait un concert à Bercy et tout. Elle est venue avec 4 Américains et le mec qui avait le contrat, il a dit bon, on va vous mettre Kamel. Il connaît tout le monde. T'as vu? Et puis t'as vu? Être garde du corps, c'est pas être un mec qui conne. C'est en cas de problème, savoir, t'as vu, empêcher les Protégé, ouais. problèmes, temporiser, nanana. Mais j'étais ce genre de mec-là, mais qui savait cogner aussi. Donc, le mec, il m'envoie, il dit, bon, c'est bon, je vous envoie Kamel et tout. Sauf que je me retrouve avec 4 Golgot 16, mon pote, des mecs comme ça. Mais quand je te dis, elle est venue avec des monstres, le plus maigre, il devrait faire 150 kilos. Et moi, je devais être à tout péter, 77, 80 kilos, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, hein. Ah, eux, ils sont balèzes et tout. Et c'est ça qui m'a fait rentrer un petit peu dans la muscu. Parce que, t'as vu, j'étais une petite crevette, ça veut dire aucune crédibilité auprès de ces mecs-là. Je me rappelle, ils m'avaient donné des t-shirts. Eux, il y avait écrit sécurité, moi, il y avait écrit sécu, parce que ils m'avaient donné un double XL. Et ils pensaient, les Américains, qu'on allait leur donner un mec balèze comme eux. Ben non. Ben non, et ça Hmm. s'était bien passé. Ok, et c'est comme ça que tu t'es foutu à la muscu, et t'avais quel âge? Je devais avoir 22 ans, ouais. 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Je me suis mis à la muscu à toute patate. Moi, je pensais qu'il y avait que la boxe et tout. À l'époque, je pensais que la sécurité, t'as vu, il fallait juste savoir se battre. Mais en fait, non. 90% du temps, tu te bagarres pas. C'est ton attitude, ton physique, ta prestance qui va faire que. Donc, quand t'es balèze en costume, tu regardes un petit peu. En plus, à l'époque, tu vois, c'est ce genre de tête-là, comme ça, on n'a pas envie de t'emmerder. Mais quand tu vois, il y a un Ouais. petit mec, nananina, lui, tu peux le chercher. T'as vu, lui, il faut le test. Mais, euh, mais voilà. Donc, je me suis mis à la muscu et je me suis jamais arrêté. Euh, ouais, ou alors des fois t'as des mecs qui sont, tu vois, qui font partie de la sécurité, qui sont pas forcément hyper balèzes, et justement tu dis oula, lui, tu sais, c'est un peu comme les asiatiques qui font 1m50, qui sont comme ça. Tu dis lui, il faut pas l'emmerder parce qu'il doit savoir exactement comment te faire une prise pour t'envoyer en Exactement. l'air, quoi. Exactement. Faut vraiment se méfier des apparences parce que dans ma vie d'entraînement et sportive, j'ai vu des mecs qui payaient vraiment pas de mine, surtout aux États-Unis, et Ouais. c'était des assassins. Donc tu t'embrouilles avec lui à Carrefour, t'es en train de vraiment être bien accroché parce que tu crois que tu vas le dégommer, il va te plier en deux. Faut faire attention. Hmm. Ok. Bon, et le cinéma là, bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que t'étais encore dans le kiff absolu, c'est-à-dire que t'as pas l'objectif ni l'ambition de faire forcément une grosse carrière. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu te Non, fais je plaisir. fais les projets que je kiffe. Ça veut dire, j'ai fait mon premier film, Nicky Larson, ils sont venus me chercher. J'ai fait les castings, j'ai super bien accroché avec Philippe Lachaud et tout. Nicky Larson, c'était mon petit dessin animé quand j'étais petit. Moi, j'étais tout maigre, on me demande de faire Mammouth, j'étais trop content. Donc voilà, j'ai fait, c'était un des premiers rôles. Donc j'ai passé une super expérience. Je commence le cinéma en explosion. Je crois qu'après, je fais La Daronne avec Isabelle Huppert, je joue un rôle d'un Hmm. méchant. Donc ça se passe super bien aussi, je kiffe. Et après, je fais Lupin avec Omar Sy. Pareil, c'est des projets que je kiffais et tout. Là, on a joué un petit rôle avec ma femme dans le film d'un copain qui était 3 jours max avec de Tarek Boudali. Donc voilà, au début, j'étais pas trop chaud pour faire le rôle et tout parce que c'était un tout petit rôle, un rôle d'un garde du corps et tout. Je voulais pas, mais après quand tu m'as dit que je l'étranglais et tout, je dis ah ouais, je le fais. À une condition, je veux que ma femme elle ait un petit rôle dans le film. Donc ma femme elle a eu un petit rôle dans le film, un rôle d'une hôtesse de l'air. C'était histoire de que quand ma fille elle va grandir, elle va avoir ses parents aussi dans un film et tout. Voilà, c'est juste pour le kiff. Ouais. Bah, t'as des nouveaux projets qui vont arriver là, des films Ouais, sympas, des ouais, réalisateurs ouais. ouais. Normalement, là, j'étais en France, j'ai fait un casting pour un truc très très sympa. Je vais pas en parler encore, on m'a proposé 2 films, donc voilà. Les projets me plaisent, donc quand ça me plaît, je fonce. Donc on va voir. Au-delà de ça, sinon, ça c'est vraiment, enfin je veux dire, voilà, c'est pas, tu veux pas en faire ta carrière. Tu fais quoi au quotidien aujourd'hui? Tu te considères comme quoi? Tu fais de l'influence? T'es Ouais, je influenceur? suis influenceur à plein temps quand même, t'as vu. Là, si je te montre, tiens, regarde. Allez, les gens, ils aiment bien voir. Regarde, je te montre. Je vais te montrer. Voilà. Regarde jusqu'où ça monte. Ça, chaque barre, c'est une journée. Oups là.
Alors, ouais, ça s'est coupé. Alors, chaque bar, c'est une journée. Alors, attends, que je Et, comprenne et bien. la, et la- et la plus grosse journée, tu vois, elle est écrit, là, tu vois, il y a écrit combien de personnes? 10 millions. En haut, là, le chiffre? Ah oui, Ouais, 10 tu vois, millions, ouais, 10 millions. Ça veut dire que quand ça ce se que passe t'as à bien, j'ai atteint. 10 millions de personnes qui me regardent par jour, et là, je te mets les 7 derniers jours. Voilà. 10 millions. Et je montre bien que c'est pas un screenshot, hein. Tu vois. Parce que il y a des, tu vois, ça 7 monte des millions, 10 6, millions, 7, 7 millions, 5, nanani. 5, Donc 6. ça, c'est le nombre de personnes qui me regardent tous les jours. Donc t'as vu, ouais, au jour d'aujourd'hui, je fais des petits placements de produits, ça marche très bien. T'as vu, j'essaye de faire des trucs que propres. Sur mon Snapchat, c'est un Snapchat familial, moi. T'as vu, je monte pas de conneries, pas de bordel, je parle pas de politique, je parle pas. Moi, c'est un Snapchat de kiffeur. Tu te lèves le matin, t'as un mec qui fait des omelettes, qui kiffe avec sa famille, qui crie des good morning baby, qui fait du sport, qui va en vacances. Voilà, je suis le snap du kiffeur. Et vu tout ce qui se passe en ce moment en France et tout, t'as vu, donc c'est pour ça que ma communauté a explosé. Voilà, donc il y a Uniquement beaucoup du de gens qui regardent. positif. Ouais, Ouais, ouais. Alors, j'essaye. ouais, mais c'est marrant parce que a priori, c'est pas ce qui attire le positif. Hein. On aime tout ce qui est lié au clash, au négatif. Comment t'expliques c'est aussi le lifestyle qui va derrière, tu vois. Ça Ben, donne bien envie. sûr. J'imagine que tu dois recevoir des centaines, des milliers de messages de personnes qui se disent mais comment je fais pour avoir le même lifestyle, comment je fais pour Ben, gagner de bien sûr. l'argent. Bien sûr, mais après, t'as vu, je suis à Dubaï, il fait beau, il fait chaud. Le moindre truc que tu fais ici, c'est du kiff. T'as vu, moi, je me lève, ma raison principale pourquoi je suis à Dubaï, quand je me lève le matin, il fait beau. C'est-à-dire, il fait un peu plus beau, un peu moins beau, mais il fait beau. Ah, il va pleuvoir un jour, je sais que le lendemain, il pleut plus, tu vois. Donc, c'est que Hmm. du kiff. Donc, moi, je suis un mec, t'as vu que essayer d'être positif, je donne plein de conseils de sport, je suis un mec qui adore cuisiner, donc plein de recettes de bouffe, et puis moi et ma femme et ma fille, on est des kiffeurs, voilà, et puis je pense que les gens les apprécient, tu vois. Comment tu t'entraînes c'est quoi ta méthode c'est quoi ta routine d'entraînement Ben, si on est curieux. routine, Ouais. 5 fois par semaine, j'aime bien m'entraîner enfin le matin, parce que, entre guillemets, tu vois, à 10h30. Je m'entraîne avec les copains, je vais à la salle. Avant, c'était moi qui entraînais tout le monde. T'as vu, il y a des rappeurs connus, il y a des artistes connus, tout le monde s'entraîne avec moi. Il y en a beaucoup qui ont changé leur physique et tout. Et un matin, je me suis réveillé, je dis, ah, je suis fatigué. T'as vu, j'ai pris de l'âge. J'entraîne tout le monde, mais je prends tellement de temps à les entraîner. C'est surtout des copains, tu vois. Donc, je prends tellement de temps à les entraîner, de l'énergie à les entraîner que je m'entraîne à 30% de ce que je peux. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un coach. Pas un coach qui va forcément m'apprendre, il va me donner sa méthode et tout. Je vais peut-être pas apprendre de nouveaux trucs, mais il va me créer de la motivation, il va m'aider et il va me donner une direction qui est pas la mienne. Donc je le suis. J'étais avec Kenz Philippe pendant plusieurs mois et là je suis avec Moods et ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Au moins ça me remet un peu de renouveau, tu vois. Je sors de cette Hmm. petite routine, je fais le travail de quelqu'un d'autre et ça marche. Ok. J'ai vu, alors, parce que j'ai regardé tout à l'heure, là, quand je préparais un peu l'épisode, en plus de ça. T'as vu, c'était quoi cette histoire avec Mounir? Je sais pas si t'as envie de revenir dessus ou pas, hein. J'ai vu que ça avait fait un Bon, peu le truc on à un va moment faire donné. une petite parenthèse. C'est un mec, t'as vu, il est sur les réseaux sociaux. C'est un clasher. Je connais Voilà, il pas clash. du tout. Ok. Il a clashé Benzema, il a clashé Lakrim, il a clashé. Là, il est sur Doumbé et Baki. Bah, c'est son délire à lui, il clash. Après, t'as vu, il est marrant. Le pire, c'est que le mec est marrant. Sauf que lui, il dépasse les bornes. T'as vu, il va dans les insultes, il m'a insulté moi, il a insulté ma femme. Tu vois, il va trop loin. T'as vu, limite, t'as vu, moi, je fais des good morning baby, je me lève le matin en serviette avec une casquette, je fais good morning baby, pour de la bonne humeur et tout. T'as vu, j'ai des milliers de personnes qui me le renvoient et que ça réveille et que ça donne du peps, tu vois. Donc, au début, je l'ai fait pour rigoler. Et après, c'est devenu ma marque de visite. Et, euh, et lui, il m'a imité, il l'a fait. Au début, j'ai trouvé ça marrant, tu vois. Le mec, il est là, il fait délirer les gens, tu te fous. Moi, l'autodérision, ça me va très bien. Tu vois, je me fous de ma gueule à moi-même, il y a un mec qui se fout de ma gueule, tant que c'est poli et gentil, ouais. Sauf que lui, il est parti un petit peu trop loin. Il est parti trop loin, il est rentré dans des insultes et tout, et après, t'as vu, il fait la mafia, il fait le dur, moi, je te tabasse, là, en ce moment, il veut frapper Doumbé et Baki. Bonne chance à toi, copain. Bonne chance à toi, t'as Oui, vu. ouais, je pense, Bonne oui. chance à toi, tu vois. Après, t'as vu, c'est Internet, t'as vu, t'es pas censé croiser les gens. Et un jour, je rentre de vacances, je suis à Trent Beach ici, je suis assis avec mon pote ou avec Walid Sachs, et il me dit, il y a ce fameux monsieur qui arrive. Le reste, tu l'as vu sur Internet. Hein. Ouais, j'ai vu. Et c'est d'ailleurs, j'ai pas compris, c'est Booba qui a balancé la vidéo de Moi, Sécu. je,
Booba, à l'époque, il était en clash avec lui aussi. Et donc, on lui a envoyé la vidéo et il l'a postée, voilà. Parce que l'autre, il arrête pas de dire ceci, cela, je suis un combattant, je suis ceci, cela. Booba a posté la vidéo. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand ça s'est passé, la vidéo est sortie peut-être un mois ou deux après. Mais lui, il avait donné une autre version. Donc après, la vidéo, elle a C'était pour rétabli mettre la les vérité. pendules à l'heure, quoi. Ouais. Et moi, Ok. je l'ai pas posté sur mes réseaux sociaux et tout. Comme je te disais, t'as vu, c'est un truc de kiff. Moi, j'ai pas à dire, ouais, regarde ce que je lui ai fait ou nanani, j'en ai rien à foutre. Moi, t'as vu, j'ai jamais parlé avec lui, je veux pas parler avec lui. C'est pas le genre de personne avec qui je veux converser, tu vois. Moi, t'as vu que t'aimes pas ma façon de faire les choses ou mon personnage et tout, on peut discuter tant que c'est poli. Et, voilà, un échange de points de vue, moi, ça me va. Mais dès que tu commences à être dans les insultes et nanana, ça me va pas. Après, t'as vu, on a tous nos égos et on n'est pas tout. T'as vu, moi, je vis pas dans le pays des bisounours, tu vois. Moi, j'ai vécu dans le 9-4, tu vois. J'ai pas vécu avec une cuillère en argent dans la bouche, donc t'as vu, quand on s'attaque à moi et ma famille, voilà, quoi. Non, je me demandais, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question. Moi, tu vois, on se connaît un peu, enfin, je veux dire, on se connaît pas énormément, tu sais, on s'est jamais rencontrés dans la vraie vie. On a un peu discuté, on s'est eu au téléphone, j'ai beaucoup parlé avec Vincent Isartel aussi, il m'a recommandé des choses de regarder sur toi, tout ça. Et il y a une vraie, il y a un truc terre à terre, une grosse générosité, un kiff, tu vois, qui transparaît de toi. Et, non, je me demandais en fait qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça, à être comme ça, sachant que tu as fréquenté des gens, tu as fréquenté des milieux, tu es toujours dans cette dynamique de faire la bonne passe, tu vois, de faire la bonne passe, d'être généreux, d'échanger. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que ça cache. Qu'est-ce que ça cache? Quelle est la contrepartie? Tu vois, c'est aujourd'hui ça crée de la suspicion, tu vois. Et alors, je suis pas à dire que moi j'ai de la suspicion. Je pense que les gens peuvent avoir de la suspicion sur ce genre de truc. Bah, en vrai, t'as vu, moi, il y a personne qui m'a fait de passe. Personne qui m'a fait de passe, ça a été très très rare, tu vois, très très rare. Et Ah ouais. ouais, il y a personne qui m'a fait de passe. J'ai galéré, j'ai tout fait tout seul. J'ai ramé, j'ai fait tout seul. 90% des choses que j'ai eues dans ma vie, c'est moi qui les ai provoquées et fabriquées. Et, euh, et des fois, j'étais dans des positions où on aurait pu me faire des passes et on me l'a pas fait. Donc, t'as vu, moi, je suis un mec un peu croyant. J'ai fait plein de conneries et j'en fais encore plein. Mais t'as vu, j'ai toujours dit, t'as vu, donne et le bon Dieu te le rendra. Et je te jure que c'est vrai. À tous les coups que j'ai fait une passe à quelqu'un, à tous les coups, le bon Dieu me l'a rendu en double et en triple et nanani. Et je te jure, moi, t'as vu, demain c'est mon anniversaire. J'ai pas envie de le fêter. T'es là, tu m'entends? Ouais, bien sûr. Ah, c'est mon anniversaire. Tu vois, j'ai fêté l'anniversaire de 47. tous mes, j'ai fêté l'anniversaire de tous mes potes. Mais moi, j'aime pas avoir trop l'attention sur moi, qu'on vienne me faire des cadeaux et nanani nanana. Moi, je préfère, tu vois, je suis un mec, je prends mon plaisir à offrir, je prends mon plaisir à faire kiffer les gens, je prends mon plaisir à montrer quelque chose de nouveau, même à mes enfants, tu vois. C'est mon vrai kiff. Moi, recevoir, j'ai été tellement haut dans dans la luxurie, dans l'année, qu'il y a plus rien qui me fait kiffer, tu vois. Donc, indirectement, moi, quand je peux faire kiffer quelqu'un, je le fais kiffer. Et t'as vu, des mecs comme Vince, comme plein d'autres personnes, tu vois, dont j'ai pas besoin de dire les noms, tu vois. Et ben en fait, euh, leur faire plaisir, les faire kiffer, parce que je sais ce que c'est que de pas avoir. Eh ben quand je les ai fait kiffer, eh ben je te jure que j'ai peut-être kiffé plus qu'eux. Et c'est juste ça. Et si je peux encore faire kiffer quelqu'un, eh ben je le ferai. Pourquoi? Parce que t'as vu, donne et bon Dieu te le rendra toujours. Et t'as vu, j'ai la chance de pouvoir vivre une vie sympa. Je suis à Dubaï, mes parents vont bien, mes enfants vont bien, je vis une vie sympa. Donc, je sais pas de quoi demain va être fait. Tu vois, en tous les cas, je suis un kiffeur. Moi, en plus, je sais ce que c'est que d'avoir de l'oseille. J'ai eu beaucoup d'argent, j'ai coulé, je me suis retrouvé sans oseille, je me suis retrouvé à me refaire. Je me suis fait un petit peu aider, bien sûr. T'as vu, et ces gens-là se reconnaîtront. Et, euh, et je me suis retrouvé, tu vois, à refaire des sous et à recouler encore. Donc ma vie, moi, ça a toujours été un yo-yo. Donc je sais que rien n'est acquis. Donc t'as vu, fais attention parce qu'aujourd'hui, tu as une bonne position, tu as des followers, tu as de l'oseille et tout, mais tout peut s'arrêter net. Fais attention, ouais, c'est Fais ça. attention. Et si on peut faire kiffer quelqu'un, Quand- pourquoi je le ferais pas, t'as vu? Il y a des gens, ils veulent pas faire kiffer des gens, ils veulent pas que les gens ils avancent. Moi, je te jure, je kiffe la réussite. Moi, t'as vu, j'ai aussi un petit peu j'ai vécu beaucoup aux États-Unis, donc j'ai le Ouais, le délire à mindset. l'américaine, tu vois. Quand quelqu'un est réussi, eh ben, t'es content pour lui et t'en prends, tu prends exemple.
Les Français, c'est pas du tout ça, t'as vu? Quand un mec il réussit autour de toi, les gens le dénigrent, ouais, c'est pas vrai. Oh, la voiture, sa voiture, mais c'est pas à lui, c'est une voiture de location. Ouais, mais t'as vu les gens en France, ils aiment pas la réussite. Et la réussite en France, tu dois la cacher. Hmm. Tu dois la cacher parce que si tu fais transparaître de la réussite, tu vas t'attirer l'œil des mauvaises personnes. J'ai l'impression qu'en France, on voit beaucoup le succès ou la réussite ou l'argent comme une espèce de celui qui en a en prend aux autres, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment cette sensation-là. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est plus t'en as, plus je risque d'en avoir. Donc en fait, on a mieux fait de tous en avoir parce qu'on monte tous, tu vois, dans le même sens, vers le haut. Alors qu'en France, si tu affiches ton succès, ça signifierait que tu m'en as pris, tu vois. Je pense que Exactement. la mentalité est comme ça. Je sais Exactement. pas Bah, tu regardes, pourquoi. des mecs comme Bernard Arnault ou des mecs qui ont fait de l'oseille et tout. Ouais, ils ont été aidés. Ouais, ils sont pas grandis comme nous. Ouais, non, non. Mais aujourd'hui, il fait des millions et des millions d'euros. OK? Mais quand tu fais des millions et des millions d'euros, il paye des millions et des millions d'impôts. Il fait travailler des centaines de milliers de personnes. Donc, ils vont tous le regarder comme, ouais, mais lui, pourquoi il faut autant d'oseille? Limite, oh, quand tu fais trop d'oseille, bah, faut que tu nous en donnes. Eh, poteau, travail, il s'est levé, il travaille. C'est un mec qui pourrait s'arrêter de travailler, je pense. Avec les millions et les millions qu'il a, les milliards même, il peut s'arrêter de travailler. Ben non, il continue à taffer et tout. Il pourrait se mettre sur off, prendre un peu de fric et se barrer sur... Non, le mec, il continue à travailler. Et j'ai côtoyé aussi beaucoup de ce genre de personnes, tu vois, qui avaient tellement d'argent, mais ils voulaient continuer à taffer, tu vois. Et indirectement, t'as vu, il fait une part, tu l'enlèves de l'économie française, je sais pas ce qui peut se passer, mais c'est un mec qui fait énormément de sous et indirectement qui en donne beaucoup, qui en donne aux impôts, qui en donne à ses employés, nanana. Mais le français, il est jamais content. Le français, t'as vu, tu regardes même avec le chômage et tout, les mecs, ils aiment bien rester chez eux, rien foutre. Ah ben non, mais là, je vais prendre 1 400 € en travaillant tout le mois, alors que je peux prendre 1 000 € en restant chez moi, ben je vais rester chez moi. C'est Ce pas qui est la pas, meilleure ce qui, mentalité, celle-là. Non, mais bien sûr, mais je suis d'accord, c'est pas la meilleure mentalité, mais en même temps, c'est pas un choix complètement déconnant. Alors après, on va pas rentrer dans les terrains politiques, mais Mhm. c'est vrai que entre bosser 35 heures et puis gagner à peine 200, 300 ou 400 € de plus que absolument ne rien faire de sa journée, si tu veux, le calcul, il est mal branlé, C'est quoi. normal, le calcul est bon, Il est mal mais le branlé. problème, ça fabrique des feignants. Ouais. Ça fabrique des feignants, t'as plus envie de travailler après. T'as pas envie de te démener, t'as juste envie d'être passif et laisser les choses arriver. Parce que t'as vu en T'as pas été France, dégoûté? Ouais. dis-moi. Non, vas-y, excuse. Non, 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 dis. vas-y, poursuis. Non, parce qu'en Non, non, France, t'as vu, t'as tout ce que t'as pas dans d'autres pays comme à Dubaï. T'as la sécurité sociale, t'as le chômage, t'as plein de trucs. T'as vu, moi pour moi t'as vu, c'est un vrai pays d'assister aussi. T'as vu, c'est bien, c'est bon, mais ça te sort pas les doigts du cul faut que je fasse de l'oseille, faut nanani nanana, tu vois. Il y a toujours ces petits trucs bah c'est pas grave, t'inquiète, je peux me contenter du minimum parce que ce minimum c'est un acquis, tu vois. Hmm. Hmm. Et alors, non, je disais, ça t'a pas dégoûté d'une certaine forme d'humanité d'avoir fréquenté des milieux. C'est les questions qu'on peut se poser a priori comme ça quand on a fréquenté des milieux où il y avait énormément d'argent, de voir une certaine part de l'esprit humain, enfin pas de l'esprit, de l'âme humaine, l'âme perverse humaine, une fois qu'il y a énormément d'argent qui rentre en jeu comme ça. Mais frérot, cette perversion, elle existe à tous les niveaux. Elle existe à tous les niveaux. Ça veut dire que on la regarde peut-être plus parce que plus t'as d'oseille, ben plus la perversion elle va être grande ou elle va être, tu vois, elle va être autre, tu vois. Mais la perversion elle est à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, t'as vu, moi un mec a galéré à faire ses sous comme genre même un joueur de foot. Là aujourd'hui, il était à zéro dans une cité. Aujourd'hui, il fait des millions. On arrive à le critiquer, à lui dire ouais, genre Ribéry, il a mangé un steak en or. Ouais, laissez-le manger un steak en or. Il a galéré. Vous connaissez sa galère à Je savais Ribéry? pas. Tu vois, il a mangé un steak chez Nusret, je crois à Dubaï, avec de l'or dessus. Il a été critiqué sur les réseaux sociaux et tout. Eh, vous saviez que lui, il a galéré avec sa femme. T'as vu, il dormait chez ses beaux-parents et que nanani, qu'il avait pas d'oseille, que pour faire commencer au foot, je crois que c'est ses beaux-parents ou son père qui payait les factures et tout. Vous avez vécu sa galère, non? Alors maintenant, s'il veut manger un steak en or et se le poser sur la tête, c'est son problème, c'est son fric. Moi, je pars sur le principe comme ça, tu vois. Hmm. Hmm. Après, t'as vu, c'est plus facile de montrer quand on mange un steak en or ou quand on fait une donation pour des orphelins ou un truc comme ça, t'as vu. Surtout chez nous, les musulmans, t'as vu, faut pas trop montrer quand tu donnes aux pauvres ou tatati tatata. Mais, t'as vu, moi,
moi, dans la vie, je regarde pas forcément ce que les gens ils ont. Je regarde ce que les gens ils donnent et qui rétribuent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'oseille qui donnent rien, et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup ou même et qui donnent à mort, frérot, et qui font du bien à leur communauté, à bien leur entourage, qui a des associations à qui ils donnent pour faire du bien à des enfants, des trucs comme ça. Ça c'est la vraie richesse. Ça. Et alors là, tu vois, c'est parce qu'on en parle et je te pose des questions, mais est-ce que sur tes réseaux, tu essaies de faire passer au-delà du kiff, de juste essayer de faire plaisir aux gens, de faire une certaine forme de divertissement, est-ce que tu essaies de faire passer des valeurs, des principes? Est-ce que tu parles de ce genre de choses aussi? Bah ouais, écoute, moi je vais t'expliquer. Je suis Kamel Genfood à l'origine. Je suis devenu Kamel Tatouage avec les réseaux sociaux. Mais moi je suis un mec, j'ai fait plein de conneries. Dans ma vie amoureuse, j'ai fait plein de conneries. Dans la vie, j'ai fait plein de conneries. Donc t'as vu, j'essaie déjà de dire, hey, moi je suis pas un exemple. Mais j'ai un peu de bouteille. Donc vu que j'ai un petit peu de bouteille, je peux te donner, te faire partager mon expérience et des trucs à pas faire. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. J'ai une manière d'éduquer mes enfants qui est la mienne. T'as vu, moi, je frappe pas mes enfants. T'as vu, quand ils font une connerie ou nanani, j'essaye de favoriser le dialogue et tout. Alors que moi, j'ai pris des grandes tartes dans la gueule par mon père, tu vois, parce que chacun sa manière, tu vois. Et aujourd'hui, je suis le mec le plus heureux. Mon père, c'est mon héros, tu vois, mais moi, à ma génération, moi, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, t'as vu, faut plus leur parler, plus nanani, parce que tu vois, t'as plus le droit de mettre une claque à ton enfant. Donc, faut s'adapter. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, des grands débats là-dessus, hein. Ouais. quand je suis arrivé à Dubaï, je voyais des influenceurs de télé-réalité ou d'autres, je vais pas dire de nom, mais ils te faisaient croire que Dubaï c'était l'Eldorado, il y avait de l'oseille sur les murs et nanani, ouais, bande de fous malades, Dubaï, ça vaut une tonne. Dubaï, pas de sécurité sociale. Quand t'arrives ici, il faut payer ton appartement plein pot 1 an. Ça coûte 50 000 euros à l'année, tu payes 50 000 euros à l'année. Ça vaut 100 000, tu payes 100 000. Et tout vaut un petit peu plus cher. Tu vas acheter du luxe, ça vaut 30%, tu vas acheter ton t-shirt dur, ben, ça vaut 30% plus cher ici. Donc, je disais un petit peu aux gens, écoutez-moi, écoutez pas ces mythos là, la réalité, elle est là. J'ai de la chance, j'habite ici, t'as vu, j'ai travaillé pour et tout, mais Dubaï, ça coûte super cher. Donc, j'essaie de le faire comprendre aux gens. Et moi, t'as vu, j'offre une belle montre, une belle voiture à ma femme et tout, j'en suis fier. J'ai travaillé pour ça, j'ai bossé, ça fait des années que je galère et tout. Aujourd'hui, je peux faire plaisir à mon entourage. Écoute, j'en aurais pas honte. Moi, j'en suis super fier. Donc, c'est une manière aussi de dire, t'as vu que faut pas tout le temps se cacher et tout. C'est vrai, je suis à Dubaï. Je peux mettre une belle montre, tu vois. Je peux avoir une belle voiture dehors. Il y a personne qui va venir me voler ici. Mais en France, t'as vu, c'est compliqué vu qu'il y a moins d'oseille et tout. Tu peux pas te balader avec une belle montre ou tu vois, montrer, afficher de la richesse, tu te fais exploser en 2 secondes. Tu peux être qui tu veux, 1m90, 125 kilos, champion de karaté. Et ils sont partis cambrioler Cyril Gane pendant son combat, tu vois. Ils ont peur de rien, les mecs. C'est pas, ils se disent, ouais, Cyril Gane, s'il m'attrape, il va me défoncer. Non. Les gars, il y a pas d'oseille, ils vont le chercher. Donc, moi, un peu sur mon snap à moi, de tous les jours, j'essaye de donner de la bonne humeur et tout. Et de temps en temps, j'ai souvent des coups de gueule sur des fois des petits faits de société et tout. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. Donc, mais je suis le porte-parole de personne, je suis l'exemple de personne. Je suis juste un mec qui donne peut-être des conseils. Je peux aussi bien te donner des conseils de sport, de cuisine, comme des conseils de vie, parce que voilà, j'ai fait plein de conneries, ben autant que tu les utilises. Voilà, si ça peut t'empêcher de faire une connerie, tant qu'à faire. Comme on dit chez nous, j'aurais fait du khair. Ouais, t'es le pote ou le grand frère ou le cousin qui partage des tips, qui voilà, et alors t'es suivi par des millions de personnes et t'es pas dans la prétention de te mettre dans un exemple ou un gourou nécessairement. Non, mais en plus moi je suis qui pour donner la bonne parole. T'as vu, je suis musulman, regarde, j'ai des tatouages, les gens ils m'appellent Kamel Tatouage, c'est un truc haram chez nous. Donc j'ai fait plein de conneries avant. Donc aujourd'hui, j'essaye d'utiliser mes conneries pour pas les réitérer et tout, mais j'en fais encore plein. Mais si c'est quoi les conneries que tu fais? Ouah, j'ai plein de conneries, frérot. Encore aujourd'hui. On a envie de savoir pour le coup. J'ai mes enfants qui regardent, je vais pas dire, tu vas pas m'avoir, toi. Non, en termes généraux, t'as vu, je suis pas parfait, en gros. Je fais des conneries, elles sont pas grosses, tu vois, parce que ça y est, j'ai pris de la bouteille et tout. Mais t'as vu, je suis pas parfait, parce que souvent les gens, quand ils regardent sur les réseaux sociaux, ils pensent que le mec parfait, que la vie parfaite, nanani. Je m'embrouille avec ma meuf, je me prends la tête avec mes enfants, nananina. Je le montre pas. Je veux pas montrer du négatif. Je veux montrer de la positivité. Mais sachez que ça arrive. Donc et que j'utilise tout ce que je vois et tout ce que j'ai vécu et tout pour essayer d'être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur pote. Je me suis pris la tête avec un pote à moi de fou il y a pas si longtemps que ça, tu vois. J'ai été mauvais et tout, nanana. J'ai mon autre pote, il est venu me voir, il me dit ouais, t'as été fort.
Eh ben, t'as vu, j'ai fait un truc qui était dur. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je me suis excusé, j'ai fait mon petit mea culpa. Nanani, tu vois, j'essaye de... C'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Moi, prendre mon téléphone pour me dire désolé, j'ai merdé ou pardon, ça c'est un truc... ça m'arrache mon ventre, tu vois. Mais j'ai appris à le faire avec les années, tu vois. Hmm. On essaye d'être meilleur un peu tous les jours. Mais je suis vraiment pas, comme je le dis, un exemple. Je suis vraiment pas un mec qui veut prêcher la bonne parole ou un truc comme ça. Surtout que je suis loin d'être parfait. Donc, je suis moi. J'essaye de donner la meilleure version de moi. Et c'est déjà pas mal. C'est ça qui est difficile hein, sur les réseaux. Alors je suis pas influenceur, loin de là, mais j'imagine que c'est pas facile parce que t'es obligé de dépeindre une vie un peu idéale, pas idéale, mais une vie sympa si tu veux faire kiffer, si tu veux montrer, si tu veux donner envie, si tu veux motiver. Et en même temps, c'est pas ça non, c'est pas la vie non plus ce qu'il y a sur les réseaux. Et c'est pas facile parce que alors il y a eu toute une tendance à un moment donné de ces influenceurs qui montraient la réalité des choses, tu vois. Alors tu sais les filles qui faisaient le no make-up, les mecs qui montraient l'envers du décor, tout ça, tout ça. Le problème c'est qu'en fait ça se tire un peu. Ceux qui ont des business qui sont liés à ça, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce qu'en fait ça arrête de faire rêver les gens pour lesquels ils sont suivis, tu vois. Donc c'est un peu Ouais, mais c'est un peu alors on va dire contre-productif. pourquoi moi aujourd'hui, t'as vu, je pense dans les influenceurs sur Snapchat de plus regarder, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais eu honte de rentrer dans un magasin et dire ah, ce truc-là, je peux me le payer, ce truc-là, je peux pas me le payer. Ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Donc, indirectement, les gens, ils savent que j'ai eu cette petite chance, cette petite réussite, tu vois. J'ai réussi à bouger du pays, à faire kiffer ma famille, nanana. Mais tout est pas rose et tout est pas magique, tu vois. Il y a des trucs que tu peux faire parce qu'il y en a des mythos ceinture noire, frérot, qui roulent dans des voitures qui sont pas eux, dans des maisons qui sont louées, ils font croire qu'ils les ont achetées, nanani, nanana. Et comme si tout était beau, tout était rose qui vivaient, t'as vu, il y en a, ils se prennent pour les Kardashians. Alors qu'avant certaines téléréalités, ils mettaient des baskets à 25 euros, tu vois. Donc, je dis que t'as eu de la chance, t'as fait de l'oseille, nananina, mais vas-y doucement sur le mensonge, frère. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Des fois, t'essayes peut-être d'enjoliver un petit peu la réalité, t'as raison, mais force pas trop dans le mensonge parce que la chute va être sévère. Parce que t'as vu, moi je t'explique. Moi aujourd'hui j'ai un petit peu de sous, j'arrive à habiter à Dubaï et tout, mais si je devais changer de pays ou avoir moins d'oseille et tout, j'ai pris tellement de tarte dans la gueule que, comme je te dis, à partir du moment où je suis bien avec ma famille, que j'ai un toit et je peux bouffer, t'as vu, vivre, rouler dans une grosse voiture, une grosse montre, j'en ai rien à faire. Si c'est là, mais si c'est pas là, en fait, j'ai plus rien à prouver. T'as vu, il y en a beaucoup qui font ça pour prouver, pour dire regardez-moi, regardez-moi, je suis mieux que lui et nanani. Et limite, ils veulent plus redescendre de gamme, tu vois. Hmm. Moi, j'en Hmm. ai vraiment rien à foutre. Je suis dépassé par ça. J'ai de l'oseille. De moi, j'en ai plus. Ça y est, on fera avec. On s'adapte. Je peux te demander, tu m'as dit que c'était arrivé d'avoir de l'argent, de tout perdre. Comment t'as fait pour, je sais pas, faire des faillites? Ah ben, j'ai investi dans des business qui ont pas marché. J'ai même, on va dire, tout bête, hein. J'ai mis tapis dans un restaurant il y a plusieurs années. Je pensais que ça allait marcher et tout, nanani nanana. Boum, ben, vive la France. On nous a mis des bâtons dans les roues. Ça n'a jamais ouvert. Donc, investissement, j'ai payé un pas de porte, j'ai payé des travaux, j'ai payé des trucs. Tapis. C'est-à-dire, j'avais investi tout ce que j'avais. Boum, tapis. Je pensais que ça allait me rapporter des sous. Et finalement, non. J'ai investi aussi dans des trucs où je croyais, qui n'ont pas forcément marché, ou des business de potes à moi, où je suis parti acheter des trucs qui m'ont pété à la gueule. Donc, t'as vu, en fait, l'oseille, ça va, ça vient. Il y a aucun business où t'es sûr de réussir à 100%, sinon tout le monde irait dedans, tu vois. Donc, t'as vu. Et il y a des petits trucs où j'avais investi, où j'ai réussi à faire un petit peu de sous et à relever la tête. Donc, voilà. Et puis, quand ça allait pas, ben, j'allais travailler, hein, puis c'est tout, hein. J'allais travailler, j'allais coacher, j'allais faire le garde du corps, ça me dérangeait pas. Ça me dérangera pas plus que Hmm. ça. Ok, très clair. Bon, t'as envie de repartir un peu t'as pas envie de, c'est ça que je me demandais, dans le MMA, réintégrer un peu le milieu officiel, enfin pas Pas officiellement, mais du tout. non. Je le regarde de ma Ah petite ouais. porte à moi, de la petite porte à moi. J'ai des copains qui sont très implantés. J'ai des copains, Guillaume, donc qui est un des Game plus qui? grands Pelletier, ça te dit rien? Ben, c'est lui, De nom. le manager de Saint-Denis, c'est qui? C'est lui. La moitié de la carte de l'UFC, c'est lui. Et D'accord. puis,
Il t'expliquera les petites anecdotes qu'on a eues ensemble parce que je l'ai rencontré à Moscou et tout. Et j'ai des potes comme lui qui sont encore dedans et tout, et ils me font vibrer à travers leurs trucs, mais rentrer dedans, non. Parce que t'as vu, j'ai déjà des business à gérer, je suis père de famille, quand je bouge maintenant, c'est avec ma famille, je bouge plus trop tout seul, t'as vu. Avant, j'aimais bien partir à Las Vegas, à Los Angeles, à New York, là-bas, au Pakistan. Non, maintenant, t'as vu, je suis un petit peu plus pépère et le MMA, même, j'ai même décroché, je regarde plus autant qu'avant. Je regarde les gros combats. Là, j'ai hâte de voir un Doumbé Baki. J'ai hâte de voir les combattants français comme Benoît et tout à l'UFC. Ouais. Mais j'ai vraiment décroché parce que en vrai, vraiment maintenant, faut monter à haut niveau pour faire de l'oseille dedans. Et ça, donc c'est mon petit kiff, je le fais devant ma télé ou aller regarder les combats en UFC en direct, tu vois. Ça, c'est mon kiff. Ok. Bon, et dernière petite question pour terminer là. Est-ce que tu prends qu'est-ce que tu fais pour ta santé toi aujourd'hui, à part t'entraîner? Est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des astuces miracles? Tu peux m'appeler docteur. Ben, le matin, t'as vu, je suis rempli de vitamines parce que j'ai appris un truc, c'est que t'as vu, tu peux prendre ce que tu veux. T'as vu, moi, je mange pas de poisson, je prends des oméga 3, je prends de la spiruline, je prends des antioxydants. J'essaye de manger le plus propre possible quand je peux parce que moi, je suis un gros cochon et je mange très sale. Sale, on s'est compris. J'aime le beurre, j'aime l'huile d'olive, T'aimes la bouffe, quoi. j'aime la bouffe, je suis un épicurien. Là, quand je vais te laisser, je vais prendre une douche, je vais aller manger à la petite maison, je vais régaler mes parents. Donc, t'as vu, j'aime la bonne bouffe, donc j'essaye quand je peux. Le matin, madame me fait des flocons d'avoine avec de la protéine et voilà. Et j'essaye vu que je fais beaucoup de sport, j'essaye quand je peux, de manger propre. Et je mange pas propre souvent, donc quand je peux, j'essaye. Ok, très Parce que clair. Bon. la salle, c'est le plus facile, la bouffe, c'est le plus dur. Ouais. Le plus souvent, ouais. Non, mais C'est comme ça pour beaucoup de monde. écoute, et puis dans ton changement de corps, dans ton métabolisme, pour moi, c'est 70% la bouffe et 30% la salle. Même pas, allez, 50% la bouffe, 30% le sommeil et 20% la salle. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Si tu dors pas bien, ça marche pas. Si tu manges pas bien, ça marche pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et que tu sois un combattant haut niveau ou un petit mec qui vient de s'inscrire à Fitness Park, j'espère qu'ils entendront ce message. Et la bouffe est très important, le sommeil et le repos encore plus. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, Ouais. ou même 20 ans, je pense dans ton cas, c'est à l'âge de 26, demain 27. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre à titre personnel? Ah ouais, franchement, investir en immobilier. Voilà, ta petite sécurité pour le futur. Moi, si j'étais la vingtaine là, j'aurais commencé à acheter des petits appartements tout petits que j'aurais retapé et tout, histoire de mettre ça à droite et je les aurais jamais touchés. Parce qu'en fait, les vrais mecs qui font de l'oseille, ils peuvent avoir tous les business qu'ils veulent, mais tous ceux qui ont des patrimoines immobiliers, c'est ceux qui ont sécurisé leur life un petit peu. Ouais. C'est de la pierre, quoi. Je pense, ouais. Ouais, la pierre, c'est ton argent qui dort. Je crois que c'est un bon investissement. T'as beaucoup de biens aujourd'hui? Un petit peu. Un petit peu. Okay, j'ai investi un peu en immobilier, un peu partout, et là, même à Dubaï, ouais, c'est sympa parce que ici à Dubaï, ils font pas de crédit, ils font des plans de paiement. Donc, je te donne un truc, que t'achètes un truc à 200 000 ou 1 million d'euros, tu payes entre 20 et 30% avec tes 4% de frais de notaire, et après, tu payes petit à petit le temps que ça construit. Et souvent, il y a même des trucs que j'ai achetés et que j'ai revendus avant que ce soit livré, parce que ça avait déjà pris de la plus-value, donc tu fais de l'oseille. Ok. Tu fais de l'oseille. Bon, pour finir, t'as un livre ou t'as un truc que tu kiffes en ce moment, alors que ce soit un bouquin que t'as lu ou une chaîne, un podcast, quelque chose que t'as découvert là? J'ai acheté un livre. Attends, bouge pas, je vais te redire le titre. Je vais te redire le titre. Il faut que je le retrouve. On me l'a conseillé. Voilà. T'es un gros lecteur ou pas tant que ça? ça? Pas du tout. Je déteste lire. Je déteste lire. Moi, je suis pas trop livre, tu vois. Je déteste lire. Voilà. Et ce livre, il m'a été conseillé et je vais le lire. Je viens de le recevoir. Les 48 lois du pouvoir. Les petites éditions de Robert Greene. Exactement. Power.
Je l'ai pas lu, mais ça fait partie des grands classiques. Hein. Ouais, Power. Mais je l'ai pas lu et je vais le lire. Et ouais. Mais en fait, moi, t'as vu, on va dire que t'as vu, on parle de MMA et tout, mais au jour d'aujourd'hui, là, tu me demandes c'est quoi mon kiff. J'ai envie de repartir en trekking. J'ai fait énormément de trekking. Je suis parti dans Ah ouais. l'Himalaya. J'ai fait toute l'Amérique du Sud avec le sac à dos et tout. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai vu des trucs avec mes yeux qui étaient ouf. T'as vu, quand on parlait de luxe et tout, je me suis retrouvé euh, arrivé en jet là-bas et après monter dans la montagne et après 7 heures de marche, me retrouver en d'une montagne avec deux petits vieux à manger des champignons dans une gamelle pourrie, nanana. Et ça, c'est un vrai grand souvenir dans ma vie parce que la dame, vu que je me rappelle plus ce que je lui ai offert, tu vois, un truc tout bête que j'avais sur moi, je me rappelle plus, c'était de la bouffe ou un truc comme ça, je lui ai donné parce que elle nous a accueillis dans son jardin pour nous montrer ses fleurs, tu vois, elle était à presque 4 000 mètres, tu vois. Et puis elle m'a dit tiens, elle m'a fait comprendre, je comprenais pas ce qu'elle disait, elle avait fait à manger des champignons un peu dans une gamelle et tout. C'est un truc, je te jure, c'était pas appétissant et tout, mais vu qu'elle le faisait de bon cœur, j'ai mangé, je dis ah, je sais pas ce qu'elle m'a donné à bouffer. Et ça c'est un grand moment, tu vois, un petit moment de partage et j'ai envie de le revivre, tu vois, c'est les petits trucs que j'ai envie de refaire. Très Ça ok. c'était à Bhutan ça, à Bhutan, c'était magnifique. Et genre l'escalade, le Mont Blanc, bon, on va pas peut-être pas l'Everest, tout ça, mais est-ce que ça t'a déjà attiré? Mon pote, t'as tapé dans le mille. J'ai dit avant mes 50 piges, faut que je me tape le Kilimandjaro. Je sais pas ce que ça représente. Enfin, Ben, c'est une vraie galère. Voilà. T'as vu le film L'Ascension? Ben, je regarde-le pense que, avec Ahmed Fila. je pense Je que vais me retrouver dans la même galère. Un jour sur un Paris, je vais me retrouver à aller grimper là-bas. C'est un truc que j'avais vraiment envie de faire, vu que j'ai fait plein de trekking et que je m'en suis bien débrouillé. J'ai envie ouais. d'essayer. J'ai envie d'essayer, voilà. T'avais lu le livre ou vu le film sur le mont, enfin l'équipage qui était parti faire le mont Everest et c'était complètement parti en couille parce qu'ils avaient pas géré, euh, je sais plus le nom du livre, mais c'était il y a longtemps. Hein, et ça avait été une catastrophe absolue. Il y en avait très peu qui étaient revenus vivants. Ils avaient mal jaugé la météo, les distances, les choses comme ça. C'était comment c'était ce bouquin? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Tu m'as donné envie de m'y intéresser. Mais moi, écoute, hein, moi, moi, t'as vu, je suis pas un mytho qui va y aller quand il fait froid, par le côté le plus obscur. Écoute, je vais prendre la météo, le moment de l'année où elle est le meilleur et le moment le plus propice pour y aller. Je suis très calculateur. J'ai Ah toujours ouais. fait attention à ce que je faisais dans ma vie. Je suis très calculateur, donc je vais essayer de le faire, me le rendre le plus facile possible. Alors que c'est déjà très très dur. Donc Hmm. c'est dans mon idée, c'est dans mes projets. Inch'Allah que j'y arrive. Si j'y arrive pas, ben, eh ben moi je l'aurais raconté sur ton podcast. Mais non, mais tu vas y arriver. Il y a pas de raison. C'est Tragédie à l'Everest de John Krakauer. Si tu as envie de lire le bouquin, il y a aussi un film qui a été adapté Je du vais livre. regarder le film. L'histoire, ouais, alors le livre c'est toujours, bah, je préfère lire les histoires, mais le film est pas trop mal. Mais enfin bon, voilà, tu vois ça, tu te dis, mais mon Dieu, mais dans quelle galère ils se sont mis. Et il y en a un en ce moment qui est, tu vois qui c'est le youtubeur Inoxtag. Ouais, très bien. Le petit jeune, il casse tout en Lui ce moment. aussi, ouais, il est en train de partir dans des délires, des aventures comme ça. Je crois que c'est le premier youtubeur qui veut se tenter le Mont Everest, je crois, Il est si je vrai. dis pas de conneries. Ouais, Il commence fort, hein. Il ouais, il est commence chaud, très il est très chaud. fort. Ouais, mais après, t'as vu, il y a vouloir faire du contenu pour ta chaîne et tout, et avoir les capacités de le faire. Attention, il a Ah non, non, mais intérêt oui, mais il a intérêt de bien s'entraîner avant et surtout d'être bien entouré. Je pense que, vu l'équipe qu'il a, je connais son manager et tout, c'est des mecs ouais. qui vont pas envoyer, c'est un petit jeune, ils vont pas l'envoyer au casse-pipe. Ouais, je pense que c'est très éprouvant. Moi, j'ai fait des Hmm. trekking, t'as vu, je suis monté à 3000 et quelques et tout, je t'explique, quand t'arrives à un moment, t'as l'impression que tes poumons, ils sont comprimés, alors que moi, je l'ai fait avec des conditions, il n'y avait pas de glace, rien du tout, hein. Mais t'arrives, t'as du mal à respirer, tu t'essouffles à chaque pas et tout, alors que j'avais une condition de fou, hein. Je pouvais me taper 5 rounds à toute patate, aller faire un foot après, franchement, ouais, c'est éprouvant Hmm. quand même.
Ouais, c'est chaud, ça s'improvise pas. Mais c'est ce qu'on lui, quand il avait annoncé la nouvelle, c'est ce qu'on lui avait dit. Et je pense qu'il fait ça, il va essayer de faire les choses extrêmement bien. De toute façon, t'es obligé sur des trucs comme ça. Bon, parfait. Kamel, merci. On te retrouve. T'as pas de site web à toi perso. On te retrouve sur Snapchat Non, essentiellement, moi tu Instagram. me regardes sur Snapchat, tu mettras mon Snapchat, Kamel Tatouage, ou sur mon Instagram. Voilà, pour tous les kiffeurs, tous ceux qui veulent voir un gros balèze qui s'amuse avec ses enfants, qui fait des petites recettes et qui aime le sport, suivez-moi. Tous les mecs qui cherchent du clash et du bordel, passez votre route. Voilà, bon, ben parfait. Merci. Reste avec moi 30 secondes, Vas-y. histoire qu'on coupe en bonne et due forme. Merci à tous. À la semaine prochaine. Pas plus. Amusez-vous, kiffez. Voilà, c'était un peu la brigade du kiff aujourd'hui avec Kiffe la Kamel. famille. Et puis voilà, portez-vous bien, faites pas trop les cons. Ciao.